Et bonjour Nicolas, je ne sais pas si tu me vois, si tu m'entends. Ah, je te vois. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va super bien, merci. Bon, ouais, je Voilà. suis super content d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté cet échange pour moi et pour tous les gens qui vont voir notre échange sur ton aventure, sur cette belle aventure de Survivor Québec saison 1. Donc vraiment, c'est adorable. Merci à toi. Ah ben là, ça fait plaisir. En fait, j'étais vraiment content quand j'ai vu l'invitation parce que j'ai déjà parlé de mon parcours sur Québec, oui, mais là, ça fait un petit peu plus d'un an, en fait, un an et quelques mois que ça s'est vraiment terminé pour moi. Donc, j'ai vraiment un meilleur recul, je pense, que j'avais immédiatement après l'aventure. Puis, je suis sûr que dans toutes les entrevues que tu as parlé avec d'anciens candidats, ça peut être quand même éprouvant, le post-jeu. Là, Mhm. je suis plus, je suis mieux aujourd'hui à avoir navigué tout ça, puis le monde du après Survivor. Fait que j'avais hâte de pouvoir reparler avec cet angle aujourd'hui. Bon, ben merci, en tout cas, c'est super. Alors, je te dis pas ça pour te faire plaisir, mais quand je me suis lancé dans cette saison, tu m'as direct tapé dans l'œil, tu étais un de mes favoris et effectivement, tu as eu un parcours assez surprenant et épique. Ça allait dans tous les sens. Donc, j'avoue que j'ai suivi ton parcours. À chaque fois, j'étais en mode, oh non, il sort, oh, il revient, il gagne. C'était un parcours assez atypique. Donc, on va se lancer dans la petite interview. Moi, je voulais savoir, Nicolas, quelles étaient tes motivations? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette aventure quand tu t'es inscrit? Ben, à la base, moi, je suis un fan de la version américaine de Survivor. Fait que j'écoutais depuis longtemps. Puis, ben, longtemps. C'est du haut de mes 24 ans quand j'ai appliqué, là, mais depuis genre, le début de mon adolescence, j'étais gros fan de Survivor. J'étais devenu fan de Survivor. Euh, pour rendre une longue histoire assez courte, là, c'est que, au secondaire, j'avais pas énormément d'amis. J'avais pas beaucoup de Mhm. relations. Puis j'ai trouvé les communautés en ligne des téléréalités sur les médias sociaux. C'est énorme là, pour ceux qui sont familiers avec ça. Toi, tu fais tes vidéos YouTube, j'imagine que tu es connecté à certaines personnes aussi. Mais moi, c'était beaucoup au travers d'Instagram. Fait que Survivor, Big Brother, puis RuPaul's Drag Race, c'est comme les émissions pendant mon adolescence qui ont qui m'ont un peu sauvé socialement. C'est là que j'ai eu mes premières gangs d'amis, puis tout ça. Puis dans ces trois émissions-là, Survivor, j'ai toujours trippé. C'est celle que j'aime le plus le jeu. Mais aussi, c'est celle que je me disais, un jour, elle, je voudrais la faire. Elle, je pense que je pourrais venir être pas pire dans cette émission-là. Fait que ça part de là. Ça part juste du fait que j'étais un petit fan, puis que c'est la petite communauté que j'ai adorée quand j'étais jeune. Et quand tu t'es inscrit, est-ce que tu t'es pas dit, voilà, avec les stratégies, parce que chez nous en France, c'est vrai que la stratégie, elle domine pas. Elle est présente, mais c'est pas comme Survivor, parce que moi aussi, j'ai vu toutes les versions, toutes les saisons de Survivor américaine, et c'est vrai que Survivor US, il y a énormément de stratégies. T'as pas eu peur en te lançant là-dedans que ce soit un peu compliqué? Est-ce que tu avais des idées de stratégie en rentrant dans le jeu ou pas du tout? Euh, ouais, comme tu dis, j'étais vraiment au courant qu'à Survivor, la stratégie, c'est une partie principale. Puis d'ailleurs, je t'avais dit que j'ai pas écouté des saisons de koh. Désolé, l'univers koh, mais je suis quand même familier avec les différences principales, tu sais. Fait que ça me surprend pas tant que tu dis que, koh, c'est plus social, physique Hmm. que stratégique. C'est un petit peu que ça, comme ça qu'on a l'expliqué. Mais bon. Mais me lancer dans le jeu, sachant que la stratégie, c'est un grand aspect, pour moi, c'était un facteur motivateur définitivement. Euh, je joue à beaucoup de jeux de société, je joue à beaucoup de jeux vidéo, j'aime ça. Cette approche-là, vraiment socio-stratégique dans les jeux. Même les jeux que j'ai, c'est pas des jeux comme Monopoly que j'ai pointé là parce qu'ils sont juste à côté de moi. Là. Mais j'aime les jeux qui ont la stratégie, la manipulation, les mensonges, les identités cachées au sein du jeu. Fait que c'est quelque chose que je sais pas que j'étais déjà un pro avant dans la Survivor parce que Survivor, c'est toute une autre game. Mais euh, non, je ne dirais pas que ça me faisait peur en rentrant parce que c'est quelque chose que je me considérais plus familier avec que la majorité des gens qui vont se lancer à Survivor pour une première fois, disons. Hmm. Ouais. Et quand tu as passé le casting, comment tu as vécu le casting? Parce que je me doute qu'il est un peu long.
parce que voilà, pendant des mois, je pense qu'on vous voit plusieurs fois dans plusieurs rendez-vous. Comment tu as vécu ce long casting? Ben, faut savoir que, ben, tu sais, comme j'ai mentionné, Survivor, c'est pas la seule émission de télé-réalité que je suis. Moi, j'aime beaucoup l'univers de la télé-réalité. Je trouve ça cool. Puis, je savais que le processus de casting, ça allait faire partie du processus. Fait que ça aussi, je l'ai vécu en tant que fan. Ben, j'ai déjà entendu plein de mes candidates favorites passer au travers de ces processus-là, puis se rappeler les moments, puis les petits membres du jury dans le casting qui ont posé des bonnes questions, puis tout ça. Fait que j'avais hâte de le vivre, ce côté-là aussi. Fait que j'ai trippé. Là. Puis de savoir en plus que quand tu fais partie du processus de casting, je veux dire, il n'y a pas de meilleure motivation que d'être là pour réaliser ton rêve de faire ton émission préférée. T'sais. Fait que l'adrénaline est là à fond. Là, mais j'ai adoré le processus de casting. Puis maintenant que j'ai pu le refaire, par contre, je dois dire que c'est un soulagement. Parce que c'est le fun en faire partie, mais c'est quand même très intense. Tu attends des courriels, t'espères de te faire rappeler pour la prochaine étape, puis quand tu es là, tu veux faire bonne impression, mais tu veux aussi être toi-même, tu veux pas avoir l'air trop stressé, tout ça, c'est le jeu mental qui se passe quand tu es dans le processus, qui est ultra intense, puis mon copain pourrait confirmer, ça a été dans les mois de ma vie j'étais peut-être le plus dérangeant et anxieux par rapport aux prochaines étapes. Le processus de casting, on prenait nos marches le soir avec notre chien, puis j'étais comme, là, tu me dirais-tu s'ils feraient une genre de twist, que genre ils surprennent des gens à la maison, puis qu'ils t'ont appelé pour avoir notre adresse, pour savoir s'ils pouvaient passer un soir, puis je disais, à tout moment, là, je parlais de... à chaque fois que mon téléphone sonne, ça me fait paniquer, j'espère tellement que c'est la prochaine étape, fait que c'est le fun, mais c'est intense. Fait que je suis comme content que je l'ai juste eu à le faire une fois. Et quand la production te dit c'est bon, tu pars pour Survivor, c'est sûr, comment tu réagis? Est-ce que tu es excité? Est-ce que tu es stressé? Comment tu anticipes tout ça? Dans ce moment-là, définitivement juste excité, fier à 100%. Là. J'ai même pas pensé à tous les aspects plus difficiles de Survivor qui s'en venaient ou au défi ou au jeu. C'était vraiment juste la réalisation du rêve qui concrétisait dans ce moment-là. En fait, je me rappelle, j'étais où, puis ça va pas te surprendre vu que tu as écouté Survivor Québec saison 1, mais c'est un autre moment qu'il y a des petites larmes qui sont tombées. Fait t'es vraiment venu me chercher, j'étais super content. Ouais, bah oui, je comprends. Surtout que c'est la première saison, parce que même si aux États-Unis, il y a 46 saisons, c'est vrai que Québec, il y en avait zéro, donc c'était la toute première. Quand tu pars, comment tu vis le trajet? Parce que je me doute que c'était un peu long. Comment tu as vécu le trajet et l'arrivée sur place avant le tournage? Donc, le trajet, ça, je dirais que c'est plus dans la rumination de ce qui s'en vient que dans l'excitation. C'est ça qu'un peu l'excitation. Le jeu, si je veux commencer, mais tu sais, une fois que t'es parti puis que t'as été admis à l'hôtel, tu dis bye à tes proches, on prend ton téléphone, ça devient tout très vrai très rapidement. Là. C'est comme, OK, là, je suis plus dans ma réalité, je m'en vais vivre une aventure, oui, incroyable, mais aussi avec beaucoup de facteurs inconnus. Fait que, définitivement, le trajet, comme tu as dit aussi, c'est quand même long. Fait que tu es seul avec tes pensées pendant très longtemps parce que tu personne à socialiser avec là, pendant que tu vas là. Ils veulent te garder isolé, ils veulent pas qu'il y ait des contacts avec la production, avec peut-être d'autres joueurs. Fait que c'est très angoissant comme situation, mais il n'y a jamais de seconde pensée par rapport à où est-ce qu'on s'en va parce que, ben, en fait, pour moi, parce que tu sais quand même c'est quoi l'objectif. Fait que c'est épeurant. Mettons que j'aurais à faire une comparaison. Là, demain, je vais voir mon ami courir un marathon. C'est comme si tu es dans les derniers kilomètres avant d'avoir terminé ta course. La course étant le pré-jeu de Survivor, qui est avoir appliqué, avoir auditionné, avoir préparé tes bagages, avoir fait le trajet. Ben, le trajet, c'est là t'arrives, ça s'en vient. Fait que tu es déjà épuisé de tout ce qui s'en vient, de tout ce que tu as déjà fait, mais tu as la motivation de l'objectif final qui est de vraiment commencer à jouer à Survivor. Ouais, ça doit être à la fois excitant, mais à la fois inquiétant aussi, parce que tu pars dans l'inconnu, tu suis en fait la production dans le flou. Donc, ça doit être assez amusant, mais un peu inquiétant aussi. Quand tu arrives sur place, que tu vois que tu es dans l'équipe des Violets et que tu es entouré de ton équipe, dans quel état tu es? Tu es excité? Est-ce que tu es content de ton équipe? La réponse honnête, qui n'est pas tant un secret, c'est que la séparation des tribus au départ, on ne trouvait pas ça super égal, pour être franc. Puis je veux dire, t'as écouté la saison toi aussi, ça a fini par être relativement proche dans les épreuves, mais
n'importe quelle épreuve qui était ultra physique, à part une, on partait avec un énorme désavantage. Peut-être pas énorme, c'était pas si pire. Mais quand même, ma réaction initiale à ma tribu était pas ultra positive, mettons, pour les challenges, parce que je trouvais que l'autre équipe, Jaune, les Tiaga, avait l'air plus forte. Cela étant dit, il y a certaines personnes, en arrivant sur le tapis, que des gens les regardaient, j'étais comme « Ah, il pourrait y avoir des liens ici qui se feraient bien. » Puis il y a des personnes de l'autre côté que c'est pas nécessairement des personnes que je serais allé vers dans la vraie vie. Puis c'est sûr qu'il y en avait dans l'autre tribu aussi qui m'auraient intéressé à travailler avec, puis il y en avait dans ma tribu que je connectais moins. Mais au niveau social, à première vue, les humains avec qui j'étais, ça m'intéressait point de vue jeu. Hum. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, dans ton équipe, bon, quand on regarde sur le papier, je suis assez d'accord. De l'autre côté, il y a JJ, il y a Chris, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a du lourd. Mais il y a des gens dans ton équipe où ça a matché tout de suite. On sait que par exemple, tu as été proche assez rapidement de Justine. Est-ce qu'il y a des gens avec qui ça a matché également? Comment tu t'es senti dans cette équipe dans les premiers jours de l'aventure? Ben, je te dirais, au départ, il y a vraiment 4 personnes qui m'ont beaucoup marqué. Fait que Justine, comme tu as dit, parce que les deux, on s'était retrouvés dans le bas de la tribu rapidement. Fait que ça nous a aidé à connecter, mais aussi on a beaucoup de points communs. Je veux dire, on vient de la même région. Drôlement, on est allé au même collège. On s'était pas vus au collège, mais quand même, on avait genre des petits points en commun. Puis ça, juste en plus de ça aussi, notre façon de voir la vie, que certains de nos intérêts se sont alignés rapidement. Puis dernière petite anecdote par rapport à Justine, les deux, on manquait beaucoup notre partenaire pendant qu'on était dans le jeu. Fait que pendant qu'on ne pouvait pas parler à nos vrais chums, on s'appelait nos chums. Fait que Justine, c'était mon chum. Moi, j'étais son chum. Fait que ça, c'était ma relation avec Justine en début de jeu. Sinon, ça, tu m'as vu en parler au conseil final, là, mais il y avait une personne de chacun des duos que j'ai connecté. Puis c'était à la fois stratégique dans le sens que je vais me rapprocher des noyaux un petit peu qui avaient du pouvoir dans la tribu, mais aussi c'est les personnes avec qui je me suis senti le plus à l'aise le plus rapidement. On a Maryse, un peu comme Justine et elle, on avait beaucoup de choses en commun vu notre âge, puis j'ose dire notre positivisme dans la vie, tout ça. Puis encore aujourd'hui, je vois énormément Maryse. Il y avait Dennis, que ça, on l'a pas beaucoup vu à la télé. Mais Dennis, au début du jeu, là, c'était vraiment pas mon numéro 1 dans toute l'aventure. La personne que je voulais vraiment le plus travailler avec, puis je voulais pas qu'elle parte, c'est Justine. En même temps, je dis ça, mais comme tu sais, je n'avais pas énormément de pouvoir au départ, fait que je ne pouvais pas trop influencer. Mais Dennis, gros coup de cœur au départ, j'ai été vraiment déçu quand il a dû partir. Puis à cause qu'il n'est pas resté assez longtemps pour qu'on voit les résultats de notre relation, j'ai trouvé ça plate qu'on ne voit pas le petit truc que j'ai créé avec lui au départ parce que je trouvais que c'était une belle amitié atypique un petit peu entre Dennis et moi. Puis finalement, Karine, qu'elle, c'était comme ma petite maman de tribu, puis sachant que moi, je voulais jouer le rôle du petit gamin, mais ça a bien fité. Fait que ça serait Karine, la troisième personne. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu ta relation du tout avec Denis. C'est vrai, enfin Denis, je le dis à la française, mais c'est vrai que quand moi j'ai vu son élimination et que j'ai vu que tu n'avais pas voté contre lui, du coup, je me suis dit, ah, peut-être qu'il n'est pas dans les stratégies. En fait, non, c'est que tu étais assez proche de lui, mais effectivement, on ne l'avait pas vu. Si je peux clarifier juste pour aider un petit peu, c'était un split vote. Parce qu'il y avait des doutes que Dennis aurait pu trouver un indice d'immunité. Fait que c'était un split vote avec son allié Martine. Fait que moi, je savais que Dennis partait ce soir-là. Ah oui, d'accord. C'était un split vote parce que sinon, c'était Maryse qui partait. Puis je préférais vraiment que Martine parte que Maryse. Rien contre Marie. Non, rien que leur nom se ressemble. Rien contre Martine, mais à ce stade-là dans le jeu, j'étais plus proche de Maryse. Point de vue. Oui. Mais c'est vrai que tu disais tout à l'heure que tu étais un peu au bottom de la stratégie dès le début, avec Justine et notamment Vicky. Mais un qui va marquer le premier épisode, bien sûr, avec toutes ces stratégies dans tous les sens, c'est Martin, qui va essayer de faire des stratégies directes. On voit que c'était un gros fan de l'émission US, il était à fond, mais il se fait assez vite griller. Est-ce que quand tu as vu les stratégies de Martin, ça t'a un peu rassuré parce que tu t'es dit au moins, bon, je vais tenir le premier conseil et puis je pourrais tranquillement continuer parce que c'est vrai que là, s'il n'avait pas fait tous ces coups de Trafalgar, cette stratégie, peut-être que Justine, Vicky ou toi, vous étiez la cible du premier conseil. Ouais, je pense que j'ose prétendre. Et je suis pas mal sûr que j'ai raison là, de ce que j'ai entendu en post-aventure. Au premier conseil, j'étais pas nécessairement en danger. Mais mettons que leur petite alliance de 6 que maintenant je dois commencer
aurait fonctionné et serait tenu, j'aurais probablement été le troisième à partir. Après Vicky et Justine, je pense que ça aurait juste vraiment été un souci de la façon qu'on peut contribuer dans les épreuves. Parce que nous trois, on a vraiment été mis de côté de cette alliance de six-là que Martin a créée jour 1. Puis en fait, c'est ça qui est venu rendre le début de mon aventure très difficile parce que même si Martin, lui, ce qu'il a fait, ça a fait en sorte qu'il a été éliminé, il a quand même placé toutes les cartes pour que cette alliance-là se forme. T'sais, tantôt, j'ai dit 6, mais ça aurait été 7 avec Martin, je suis désolé, parce que ça l'a laissé... En gros, il a créé un groupe de 6 personnes qui leur a toutes dit « Je suis en alliance avec vous, on va être les 7 ensemble. » Là, les 6 se sont dit « Ah non, toi, tu joues trop fort », ils l'ont sorti, mais ils sont restés ensemble parce que à Survivor, les premières journées, ce qui est ultra difficile, c'est d'avoir la discussion initiale de comme hey, on devrait travailler ensemble. Ça peut être awkward, puis tu te mets vraiment en danger dans le sens que si l'autre personne ne veut pas travailler avec toi, ben, elle peut utiliser ça comme outil contre toi. Fait il leur a enlevé cette étape-là facile. Fait on s'est retrouvés à 3 contre une équipe de 6 qui ont tous été contents ensemble de sortir la personne qui a joué trop vite. Ouais, mais oui. fait que le fait que Martin fasse ça au début, ça m'a mis dans une position angoissante, même s'il a fini par partir, mais je pense en effet que ça aurait été pire s'il aurait resté. Parce que là, ça aurait été l'armée de Martin. S'il aurait vraiment décidé de le suivre, ça aurait donné un petit peu ce qu'on a vu dans l'autre tribu, finalement, là, juste une alliance qui forme jour 1 puis qui fait juste pas se lâcher jusqu'à la fusion. Je pense que c'est ça qui serait arrivé. Mais bon, c'est pas ça qui est arrivé dans ma tribu. Je suis bien content. Tu m'étonnes. En plus, bon, tu lis une amitié avec Justine, vous êtes quand même au bottom, mais vous perdez pas toutes les épreuves, au contraire. Est-ce qu'il y a des épreuves en équipe qui t'ont marqué, des épreuves que tu as aimé faire, que tu as bien vécues, etc. Est-ce qu'il y a des épreuves qui t'ont marqué? Épreuves en tribu, il y en a 2 qui me viennent en tête. La première, je vais en parler plus rapidement parce que c'est pas aussi intéressant comme expérience personnelle, mais c'est juste la première épreuve qu'on a faite. C'était juste une épreuve grandiose à la Survivor. La grosse boule qu'il fallait pousser, il fallait monter des gens, acheter des clés, on monte un gros mur, il y a un casse-tête en haut. Ça faisait vraiment grosse épreuve Survivor. Puis, je suis pas le seul, en s'inscrivant à Survivor Québec, on ne savait pas ça allait quoi être le niveau de production. T'sais, Survivor US, c'est un comparatif assez sévère, on va se dire. Là, ça fait plus de 40 saisons que ça rejoue. Ils ont du budget, ils savent que ça marche, ils n'ont pas peur de vraiment investir. Nous, c'est une première saison, on ne sait pas c'est quoi l'approche que la production va faire. On ne savait pas ça allait être quoi le niveau de nos épreuves. Fait que voir cette première épreuve-là, ça nous a vraiment, on dirait, rassuré d'être comme OK, on joue vraiment à Survivor. Là. Ils ont mis le paquet. Cette épreuve-là, c'est venu me faire plaisir. Sinon, tu as mentionné Justine. Moi, c'est sûr qu'un moment que je suis très fier, c'était la deuxième épreuve d'immunité que Caloban a gagnée. C'était Justine et moi au genre de casse-tête. Oui. C'était comme ça, avec un genre de labyrinthe puis une boule au centre. Puis jusqu'à ce moment-là, en plus d'être dans le bas, ça avait été des épreuves très, 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 très physiques. Très physiques. Donc, j'avais pas l'impression que Justine et moi, on avait eu l'opportunité encore de se démarquer dans nos talents. Justine, vraiment plus dans les casse-têtes. Moi, j'ose prétendre que je suis bon dans les trucs qu'il faut que tu manigances une stratégie pour battre l'épreuve, un petit peu comme à l'île de la Rédemption, mais dans ce cas-ci aussi les casse-têtes. Fait que j'étais vraiment fier de pouvoir donner cette victoire-là à mon équipe avec Justine parce que c'était un petit peu un moment de se dire « Hey, yes, nous aussi, on est capable de contribuer physiquement. » Je suis jamais rentré à Survivor me disant que j'allais être un JJ puis que j'allais être le meilleur dans toutes les épreuves puis être la raison qu'on gagne. Mais je savais que j'avais certaines capacités qui pouvaient nous aider à gagner puis j'étais vraiment content dans celle-là de pouvoir le montrer avec Justine en plus. C'était vraiment un beau moment ensemble. Oui, effectivement, tu as raison. Même nous à l'écran, on voit que Justine est toi un peu moins, mais quand même, c'est vrai que sur les épreuves, on se disait, bon, mais c'est pas forcément des éléments essentiels. Et au final, bah si, hein, je me souviens même de l'épreuve où vous vous affronté sur une plateforme sur l'eau avec les sacs. Et Justine, elle avait pas lâché. Elle est en me gardez-moi. Non, mais Justine, c'était fort ce moment-là. J'étais super content pour elle. Elle a pu avoir cette petite, son épreuve pour se démarquer un petit peu avant moi, mais c'est un autre exemple de l'importance d'avoir des forces différentes dans notre tribu. Quand on pense à quelqu'un qui va aider dans ta tribu,
c'est sûr que je fais la comparaison, mettons, à la fusion, ça, c'est facile d'imaginer le joueur parfait pour les épreuves parce que c'est souvent les mêmes genres de capacités qui sont testées. Mais en pré-fusion, de la force, de la résistance, de l'endurance, des casse-têtes, de je sais jamais comment expliquer, là, mais de la résolution de problèmes, on va dire, là, les épreuves qu'il faut que... Ou, ces trucs-là, ça, c'est... JJ, il est pas capable de toutes les faire. On prend JJ en exemple, mais c'est un exemple de si j'avais à choisir entre être une tribu bien équilibrée ou une tribu avec 9 JJ, je vais te le dire, 9 JJ, c'est tentant, mais il y a quand même des trucs que c'est important d'avoir une tribu équilibrée, puis pas nécessairement juste ceux qui ont les plus gros muscles. Peut-être que je prêche ma paroisse aussi, là, puis que je veux pas me faire sortir quand une opportunité se représente, mais c'est ça. C'était des beaux moments, je pense, quand les personnes qui sont moins vues comme les menaces physiques en préfusion sont capables d'apporter des points ou la victoire à leur tribu. Ça, je vois quelque chose qui me plaît. Non, mais c'est vrai, parce qu'en plus, dans Survivor, il y a énormément d'épreuves aussi sur la logique, avec les casse-têtes, comme tu disais, les puzzles, etc. Donc, c'est très important d'avoir effectivement une équipe équilibrée. Et en plus, quand tu parlais de gros bras, justement, dans l'équipe d'en face, on a Simon qui pour l'instant, qui à un premier regard pourrait être un élément assez essentiel, et en fait, il se fait sortir. Comment vous avez vécu cette sortie? Est-ce que vous attendiez à ce qu'il sorte aussi vite? Oui et non. Donc, je pensais, le oui, c'est que définitivement, il y a eu des paroles au camp par rapport au fait que Simon pourrait partir rapidement parce qu'on voyait que ça ne marchait pas, la personnalité qu'il apportait aux épreuves qui a été montrée à la télé comme étant très arrogante. J'aimerais souligner très rapidement, en passant, que j'ai pu côtoyer Simon en post-aventure, puis cette personnalité arrogante-là, je pense que pour lui, c'était vraiment fait dans l'humour et la célébration. C'est vraiment pas une mauvaise personne, c'est vraiment important de le spécifier. Puis aussi, je rajouterais, ce gars-là, il est brillant, là. Simon, il m'impressionne tellement, puis c'est une mémoire que ça attribue avec lui qu'on n'a pas vu à l'écran, que pour son âge, quand il parlait autour du feu le soir, là, il marquait tout le monde avec ses connaissances, qu'il était capable de sortir son éloquence. Fait que je trouve ça important de fait de dire, si on écoute Survivor Québec, Simon, là, il y en a vraiment du beau à apprendre sur lui. Mais pour revenir, oui, on pensait qu'il pouvait être en danger à cause de l'arrogance perçue qu'il y a eu à l'épreuve, mais on le sait, les personnes très physiques, ça a tendance à se faire protéger au début de l'aventure, peu importe leur comportement. Ça arrive très souvent. Fait que c'est pour ça que moi, je pensais quand même qu'elle allait être protégée un petit peu. T'sais, au pire, c'est juste un vote. Fais-toi une alliance de 6, mets-la à l'extérieur, puis commence par enlever ceux qui sont moins utiles pour toi dans les épreuves. Mais à la base, l'aspect le plus important de Survivor, c'est le social. Puis il est venu friter les gens, là. C'est pour ça que c'est ça. Effectivement, oui, c'est vrai qu'il avait une forte personnalité. Et chez vous, ça se joue le conseil suivant. Ça se joue entre Vicky et Justine. Je me doute que toi, tu avais envie de protéger Justine pour la garder auprès de toi. Comment tu as vécu le départ de Vicky? Est-ce que c'était assez logique pour toi qu'elle s'en aille? En fait, c'est important de dire, au début, ma relation avec Vicky et Justine, à ce stade-là, avant l'élimination de Vicky, était très semblable. On s'est retrouvés dans la même position, les trois, fait qu'on on se parlait les trois ensemble. Moi, ce que j'avais en commun avec Vicky, c'est qu'elle vient du monde de l'impro. Fait que je pense qu'on a connecté facilement à cause du type de personnalité qui vient de ce monde-là. C'était familier. Fait que jusqu'à ce moment-là, il était proche. Même que tu me vois, genre au premier ou au deuxième conseil, il était comme ah yes, Justine, ça c'est bon, ça j'aime ça. Parce qu'à ce stade-là, je pensais que c'était avec Vicky que j'allais avancer. Mais Vicky, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait aussi quelque chose qui socialement est venu déranger certaines personnes au camp. Elle, c'est pas dans sa personnalité, mais c'est dans la façon qu'elle a joué le jeu. C'est sûr, tu as déjà vu ça à Forever ou à Koh Lanta, quand il y a des gens qui parlent de stratégie ensemble, puis tu viens tout le temps rentrer dans leur conversation. Ça, c'est un petit peu la faiblesse de Vicky. En tout cas, c'est comme ça que les personnes au pouvoir l'ont perçu. Fait que rapidement, j'ai su qu'elle devenait une cible à cause de ça. Fait que j'ai dû me détacher d'elle pas longtemps avant son élimination. Fait que quand son élimination est arrivée, oui, je savais que c'était Vicky qui partait, puis j'étais heureux que c'est Justine qui restait. Mais pas longtemps avant que ça devienne problématique, car dans des conversations, j'étais aussi proche de Vicky. Là. J'aurais été
beaucoup plus heureux que ça soit quelqu'un d'autre, que ce soit Justine ou Vicky. Mais surtout que Justine s'est quand même révélée assez stratégique au fil des épisodes parce que à un moment, je me suis dit, enfin, moi, de mon canapé, je me dis, bon, ben, Justine, dès qu'il y a conseil, elle peut largement sortir. Et en fait, elle bouge ses pions, elle avance dans le jeu assez facilement, je trouve, parce que même à un moment, je ne sais plus à quel épisode, mais quand vous êtes en équipe, il y a à chaque fois, en fait, le vote un peu, bon, ben, on ne sait pas trop qui voter, on va voter Nicolas. Et moi, j'étais en mode, mais pourquoi vous votez Nicolas? Je comprends pas. Et en fait, on voit que Justine, en fait, elle a compris qu'elle pouvait être menacée rapidement. Et en fait, elle a eu pas mal d'idées stratégiques assez rapidement, hein, Justine. Ouais, ben je dois dire, moi aussi, le switch à mon nom comme nom backup, rendu à l'élimination genre 4-5, j'ai pas compris ça sorti de où, dans le sens que je pense pas que moi j'ai nécessairement fait quelque chose de mal ou qui est venu heurter les relations sociales, c'était vraiment l'alliance majoritaire qui était là, puis entre Justine puis moi, ce qui s'est passé, c'est que Justine s'est énormément rapprochée de Karine. Puis Karine, à ce stade-là, dans notre tribu, c'était vraiment elle qui était en charge. C'était la personne qui avait vraiment le plus de pouvoir. Fait que je pense que c'est ça qui a causé ce switch-là. Drôlement, Sylvain aussi, un petit peu. Parce Oui. que je suis devenu très ami avec Sylvain plus tard, mais au début, Sylvain était aussi quelqu'un qui était très influent, puis j'ai pas réussi à connecter avec lui en début de jeu. Ce qui est drôle, sachant ce qui s'en vient plus tard, mais au début, moi et Sylvain, ça clashait. J'ai pas... Je pense qu'il y a quelque chose qui a été difficile à passer par-dessus, c'est que Sylvain, au départ, c'était probablement le plus proche de Martin. Quand Martin essayait de prendre le pouvoir, Martin c'était président, Sylvain c'était vice-président. Fait que ça m'est resté dans la tête parce que Martin m'a beaucoup mis à l'écart côté stratégique. Puis quand on a fait le switch, moi j'ai perçu Sylvain comme étant la personne qui avait été le plus égratignée par ce move-là. Fait que je me suis dit, il ne voudra pas travailler avec le bas que Martin a essayé de créer. Fait que ce serait ça les raisons pour Sylvain, là, mais Sylvain n'avait pas grand-chose avec moi, puis Karine était très proche de Justine. Fait que je pense que c'est ça qui m'a mis un petit peu dans la position chaude. Oui, oui, je comprends. En face, il y a Isabelle qui s'en va. Je ne sais pas si tu l'as croisée ensuite, puisque tu ne l'as pas trop croisée dans l'aventure. Et ensuite, on a aussi Joanie qui abandonne, hein, qui lâche l'affaire au conseil. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces deux aventurières? Parce que c'est vrai que malheureusement, tu ne les as pas croisées dans l'aventure, tu les as croisées seulement après. C'est ça, je les ai beaucoup plus côtoyés dans l'après-Survivor. Mais Isabelle, je l'ai croisée à un événement post-Survivor, j'ai pu la côtoyer, elle est super fine. Elle avait laissé une très belle marque sur sa tribu niveau humain, là, tout le monde l'adorait. Elle a vraiment été sortie plus parce qu'elle n'était pas dans l'alliance majoritaire, puis dans la minorité, je pense que c'était celle qui voyait la moins comme une atout dans les épreuves. Mais super belle personne, elle a marqué tout le monde positivement, ça me surprend pas. Sinon, Joanie, je l'ai aussi rencontrée une fois. En post-aventure à un festival. Aussi une belle discussion avec elle. Joanie, c'est une grande fan de Survivor aussi. Donc avec elle, on a pu vraiment discuter du jeu qu'on a vécu puis de la passion qu'on a pour ça. Fait que les deux, c'est des femmes superbes là, que si j'avais eu dans ma tribu, je suis sûr que j'aurais pu développer des belles relations avec elles. Oui, elles avaient l'air super sympas. Enfin, moi, je les ai trouvées assez cool, mais c'est vrai que bon, malheureusement, elles n'ont pas pu continuer. Tu parlais tout à l'heure de Sylvain, mais qui s'était pris un petit blindside. Est-ce que tu étais soulagé quand il était sorti à ce moment-là? Définitivement, surtout sachant que c'est vraiment lui qui a... Le soir qui est sorti, la personne qui menait le vote contre moi, c'était lui. Oui. Fait que, quand la personne qui mène un vote contre toi quitte, c'est super. Ben oui. Fait que définitivement, j'étais content. Un autre petit aspect positif quand Sylvain est parti, c'est comme j'ai dit plus tôt, moi je voulais jouer beaucoup avec Maryse. Puis Maryse, elle était proche de Sylvain. Oui. Fait que j'avais un petit blocage là, parce que je savais que Sylvain puis moi, ça marchait pas en début d'aventure. Puis Maryse, oui. Fait que quand Sylvain part, puis que je peux aller juste conforter Maryse, puis dire ah, toi aussi, tu t'es fait blindside day, puis tout ça. Moi, c'est un bon moment pour mon jeu. Là. Fait que l'élimination de Sylvain, ben, c'est vraiment là que j'ai pu me repositionner dans la précision un petit peu mieux. C'est quand j'ai parlé au conseil final de la guerre des duos, ça commence avec l'élimination de Sylvain. C'est là qu'ils ont commencé à s'attaquer entre eux.
Fait que définitivement, moi, j'aurais pas pu demander un meilleur résultat à ce conseil-là, à part peut-être pas recevoir les deux petits votes minoritaires. Là. J'aurais préféré qu'il y ait ailleurs parce que ça m'a angoissé ce moment. Là. Mais non, cette élimination-là, ça m'a aidé, c'est certain. Oui. En plus, bon, il s'en va, c'est super. Sauf que vous le revoyez dans l'équipe d'en face à l'épreuve. Comment tu réagis? Est-ce que pour toi, c'est un point négatif ou un point positif qui reviennent dans le jeu? Ah, à ce stade-là, c'est complètement c'est négatif, là, c'est certain. ouais, je faisais partie des plans qui a fait en sorte que les duos ont finalement commencé à s'attaquer. Je jouais pas beaucoup avec lui, fait que moi, la seule façon que je l'ai vu, c'était il va aller de l'autre côté, puis il va parler négativement de Dennis, il va parler négativement de Martine, il va parler négativement de moi. Je pense que c'était sur nous qui peuvent lancer le blâme le plus facilement, peut-être Karine aussi. Les personnes principales qui l'ont haï. Mais cet impact-là a surtout été montré sur Dennis. Dennis, s'il s'avait rendu à la fusion, c'était fini. Là. Sylvain l'a un petit peu ramassé. Pas niveau humain, là, vraiment niveau stratégique. Oui. Là, parce que lui, il pensait qu'il y avait de quoi avec lui. C'est beaucoup Dennis qui a poussé pour sortir Sylvain à cette nation-là. Puis on revient sur Dennis vite fait. Tantôt, j'ai mentionné que j'avais quand même une bonne relation avec Dennis. C'est à cette élimination-là qu'il est vraiment venu en jeu, selon moi. Là. Parce que Dennis, je pense que s'il n'aurait pas mis son pied à terre, tant pour séparer ce duo-là, mais j'ose dire aussi pour me protéger comme allié, j'aurais été plus en danger. Fait que c'est vraiment à cette élimination-là que ma relation avec Dennis est venue m'aider. Mais c'est ça. Le fait qu'il est dans l'autre tribu, non, c'est pas une bonne nouvelle. Mais mettons que je connais le vrai de l'aventure. Bien évidemment, je suis super content que Sylvain y Ben oui. J'ai vécu quelque chose de magnifique avec lui pour le reste de l'aventure. Puis la relation que j'ai avec lui post-jeu est incroyable. Tu sais, je peux juste te donner un exemple. Juste avant qu'on commence notre appel, moi, je suis en train de le texter parce que je leur reçois un souper à soir. Fait que je me disais qu'est-ce qu'on mange. Puis on décidait notre menu. Fait que s'il n'aurait pas été sauvé par cette twist-là, il ne viendrait pas souper chez nous à soir probablement. Fait que, ça oui. Ouais. Oui, c'est sûr, oui. Bon, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'effectivement, après, vous allez vous retrouver en coloc sur une autre île, tous les deux. Ouais, c'est ça. Et tu parlais de Denis tout à l'heure. Effectivement, même si, bon, il a aidé à la sortie de Sylvain, juste après, vous le sortez. On en a parlé tout à l'heure vite fait, mais comment ça s'est élaboré tout ça pour que Denis sorte? Ben, la chose la plus importante à savoir à Caloban, c'est que Caloban, les joueurs au pouvoir, n'aimaient pas les joueurs qui jouaient fort ou qui jouaient très visiblement. Ça paraît vraiment dans nos premières éliminations. Là. Martin, il se fait sortir parce qu'il veut trop créer des alliances. Vicky, elle se fait sortir parce qu'elle veut être dans toutes les conversations stratégiques. Sylvain, il se fait sortir, encore une fois, parce que lui aussi, il avait commencé à jouer comme trop fort. Sylvain, il avait essayé de mettre une cible sur Dennis ou sur PA. Là, j'ai un blanc là, parce que ça n'a pas fini par marcher. Là. Mais il a essayé de mettre une cible sur quelqu'un qui était déjà dans les grosses alliances. Il s'est fait sortir. Le Dennis fait le premier gros move, il se fait sortir. Notre tribu, c'était vraiment ça. Là. Puis, c'est parce que les personnes qui étaient au pouvoir le plus, je dirais, dans notre tribu, c'était le duo de Karine. Puis, le duo de Karine, la raison pour laquelle ils ont pris le pouvoir, c'est parce que socialement, ils ont été très bien positionnés et c'était nos meilleurs atouts dans les épreuves. Fait que clairement, ils allaient pas sortir, fait que ça leur a donné beaucoup de pouvoir. Son duo, beaucoup plus fan de Koh-Lanta, Karine, pas tant fan de Survivor, donc l'aspect stratégique du jeu, je pense que ça leur faisait peur. Fait que c'est pour ça qu'ils finissaient par sortir tous les joueurs qui avaient l'air très stratégiques. Fait que c'est ça qui a mené à l'élimination de Dennis. C'est celle que encore une fois, on voit aucunement ça à la télé, mais je peux te dire que l'élimination de Dennis, pour moi, c'est celle que je me sens le plus mal. Parce que c'est celle que. Oui. Pour moi, c'était un allié important au début du jeu. On le voit souvent à la télé me protéger dans des conversations. Là, vraiment, là, il me back beaucoup. Puis moi, j'ai pas eu le luxe de faire ça pour lui. Puis je dis bien le luxe parce qu'on dit depuis le début de l'appel, en début de jeu, j'étais beaucoup trop en minorité pour essayer de faire quelque chose de gros puis de tourner les votes. Puis j'y repense des fois à ce vote-là de comme tu sais, qui que j'aurais pu aller switcher. T'sais, en plus, c'était un split vote, j'aurais pu changer un vote puis tout ça, mais non. T'sais, les personnes qui étaient dans les 3 qui votaient pour Dennis, j'aurais pas pu changer leur idée à cause de la direction qu'ils voulaient prendre.
après ça, l'autre personne est en danger. Des fois, je rumine sur ce vote-là, puis bien évidemment, je veux pas que rien change dans l'aventure parce que ça a bien fini pour moi. Mais ça me rend triste ce vote-là, sachant à quel point Dennis a fait ce que je voulais qu'il fasse pour moi en me protégeant, mais que j'ai pas pu lui rendre ça parce que c'est aussi un bel humain. Là. J'ai beaucoup aimé ce gars-là. À chaque fois qu'on se voit, on a des belles discussions cérébrales comme on l'a vu à la télé, mais très agréables aussi. Là. Fait que, ouais, Dennis, c'est comme mon petit coup de cœur personnel à Caloban, niveau allié, que j'aurais aimé avoir plus longtemps. Non, mais oui, il avait l'air super sympa, il avait l'air super cool. Effectivement, oui, ça a été un départ dur, mais bon, c'est le jeu aussi, hein, il faut bien avancer. Et résultat, ça t'a bien servi au final. Ouais, c'est ça. Moi, je dis qu'il y a certains trucs qui auraient été mieux peut-être pour mon moral pendant l'aventure. Mais maintenant que c'est terminé, on touche à rien. On change pas les tribus, les éliminations ne changent pas. Il y a telle élimination, rien bouge. Non, moi je veux que rien change. Et ensuite, vous avez un mélange d'équipes. Donc là, les équipes sont swappées. Effectivement, tu récupères Kimberly, Sandrine, oui, c'est ça, Sandrine, Sylvain, que tu récupères aussi. Et tu perds Maryse, tu perds Karine, tu perds du monde. Comment tu as vécu ce mélange d'équipes? Ben, maintenant qu'on reparle comme les tribus au début, c'est ça, physiquement, là, notre tribu, elle faisait dur! C'est très David contre Goliath. Si on sait ce qui s'en vient, on voit que la légende de David et Goliath est mise en action comme elle se devait. Mais sinon, socialement, encore une fois, au niveau jeu, les humains avec qui j'étais, je voyais beaucoup plus d'opportunités pour moi dans ma tribu actuelle que dans l'autre tribu. Si j'avais été dans cette tribu-là, je pense que c'était la fin de mon aventure. Surtout avec la majorité de Tiaga qui tenait fort, fort, fort. Les filles se sont suivies, Maryse, Martine et Karine. La seule chose qui a failli marcher pour eux, c'est que c'était 3 femmes ensemble qui sont allées chercher une autre femme de l'autre côté qui voulait voir des femmes avancer dans le jeu. Fait que même ça, j'aurais pas tant fité dedans. Même que, en fait, je suis capable de jouer avec des femmes, là. Puis généralement, je préfère même. Mais tu comprends ce que je veux dire, je pense. Tandis que de mon côté, c'était beaucoup les underdogs, un petit peu les sous-estimés de la vie. Puis, tu sais, moi, j'aime ça être avec les petits, là, tu sais. Puis, hey, on va se tenir ensemble, on est capable, nous aussi, d'être forts, tu sais. Fait niveau social, j'ai aimé ça. J'ai pu connecter avec Sylvain, rebâtir cette relation-là. Joël, c'est quelqu'un avec qui je partageais beaucoup de points en commun dans nos personnalités, dans nos façons de voir le jeu et tout ça. Fait que lui, j'ai pu connecter avec lui. Sinon, les deux qui sont arrivés, Kimberly et Sandrine, moi, quand j'y étais, Tiaga, c'est certain que c'était 2 des joueuses que je me voyais jouer avec. Encore une fois, parce que c'est plus le type underdog que j'ai tendance à me rattacher, tu sais. Fait que j'ai aimé ma tribu, point de vue humain. Je pensais que j'allais pouvoir me tailler une place. Mais pour les épreuves, j'ai eu peur. Oui. Ouais. Oui, vous avez pas récupéré JJ ou Chris, oui, c'est sûr. Ouais, mais par contre, on voyait quand même que Kimberly, surtout Kimberly, Sandrine un peu moins, mais Kimberly, elle était quand même très attachée au Tiaga. Elle n'avait pas forcément envie de faire des alliances avec les Caloban. Est-ce que ça, tu l'as vu sur le camp, que ces 2 filles-là, elles étaient encore bien attachées au Tiaga? 100%. Ben, surtout Kimberly, comme tu dis. Sandrine, je chantais plus d'ouverture. Vu qu'on n'est jamais allé au conseil Caloban 2.0, on n'a jamais vraiment vu qui aurait voulu rester Tiaga fort, qui aurait essayé de tenter des nouvelles relations. Mais mettons, moi, je me suis beaucoup rapproché de Joël et Sylvain. Puis Justine s'est beaucoup rapprochée de Sandrine. Fait qu'on avait des belles opportunités pour renverser la majorité de Tiaga dans Caloban 2.0. Ça m'a vraiment inquiété. Mais Kimberly, en effet, j'en ris aujourd'hui, là, mais sur le coup, à Tiaga, je pense qu'elle était habituée d'être dans la majorité, était confortable, était sécuritaire. Je pense que quand elle est arrivée à Caloban 2.0, puis elle a vu qu'elle était encore majoritaire Tiaga, je pense que pour elle, elle pensait pas que c'était possible que Joël et Sylvain ils switchent. Fait qu'elle gardait un genre de sentiment de pouvoir. Tu sais, je me rappelle d'une discussion avec elle qu'on est allé chercher de l'eau. Moi, à ce temps-là, je savais que Kim était en danger dans notre tribu. Mais
parce que c'était soit genre Justine ou moi leur cible, tu sais, j'étais allé la voir, puis c'était une discussion très genre, en tout cas, sache que je veux rester dans le jeu, puis tu sais, je sais que vous êtes une majorité Tiaga, mais tu sais, je veux pas, tu sais. En tout cas, fait que ça, ce souvenir-là, je trouve ça un petit peu cocasse, parce que ça prouve que les relations de pouvoir à Survivor, tu sais, ça peut être difficile de percevoir où on est dans une tribu, parce qu'en même temps, du point de vue de Kimberly, je comprends, là, elle est rentrée 4 contre 3. Elle s'est dit, dans mon ancienne tribu, j'avais beaucoup de pouvoir, tu sais, c'était JJ, Chris, Kim, me semble, j'oublie. Ouais, JJ, Chris, Kim, Marika, mais là, Marika, on sait ce qui s'est passé, malheureusement, là, mais tu sais, il était vraiment dans des positions ultra confortables. Fait que je la comprends, tu sais, elle était habituée à ça, elle se sentait encore en majorité, mais c'est pas ça qui... Je pense pas que c'est vraiment ça qui serait passé si on aurait eu si on avait eu à aller au conseil. Je pense pas que ça aurait été juste Caloban. En fait, je sais que ça aurait été. Mais surtout qu'en plus, comme tu dis, tu as parlé de Marika qui effectivement, elle, de l'autre côté, a tenté des petits coups et voilà, des petites alliances féminines. Et puis au final, elle s'est fait remercier. Je pense que quand Marika est sortie, ça vous a peut-être un peu surpris, surtout Sandrine qui était très liée avec elle. Peut-être qu'à ce moment-là, tu t'es dit, bon, mais Sandrine, je pourrais peut-être travailler avec elle vu que Marika n'est plus là. Et elle peut se sentir un peu trahie par les Tiagas. Ouais. Ben, nous, la relation qui nous avait été le plus vendue, je pense, c'est vraiment Joël et Marika. C'est Joël qui a vraiment affirmé être proche de Marika. Puis il était proche aussi, mais Sandrine et Marika avaient été plus efficaces dans le jeu à cacher leur relation. Malgré le fait qu'ils étaient très proches. C'est un duo fort chez Tiaga, ça. Fait que ouais, ça, c'est définitivement venu faire mal au jeu de Sandrine et Joël. Et je peux te dire, en effet, que quand on a pensé qui allait partir du côté de Tiaga, Marika n'a jamais été une option. Là. Jamais de jamais. Parce qu'il y avait la majorité Tiaga dans laquelle on était comme, OK, elle est confortable. S'il y a quelque chose qui réussit à se faire pour sortir quelqu'un, JJ, Chris et Sango ont toutes l'air de des plus grandes menaces qu'elle. Fait qu'on s'aurait dit, OK, si eux, ils vont être sortis si c'est une grosse menace qui sort. Puis après ça, on savait que si les 3 femmes allaient se tenir ensemble, qu'elles allaient peut-être être capables d'aller chercher Marika. Fait qu'on s'aurait dit, OK, si c'est les 3 femmes qui lient d'un vote, ils vont pas aller voter pour Marika. C'était inconcevable pour nous que Marika parte dans la belle position qu'elle était. Le facteur qu'on avait négligé, c'était Karine, qui vraiment a senti une connexion forte et rapide avec les gars de Tiaga, particulièrement JJ et Chris. Fait que ça, c'est le facteur que personne n'aurait pu voir venir, à part ceux qui connaissent très bien Karine, puis les genres de personnes qu'elle aime avoir dans sa vie. Fait que, ouais, c'est triste le départ de Marika, parce que ça en a un autre partie préfusion, mais qui a une connaissance et un amour énorme pour Survivor. Là, si j'avais à envoyer comme un joueur ou une joueuse de Survivor Québec saison 1 aux États pour une saison américaine, que je me dis, OK, qui a vraiment le plus de chances de représenter notre saison puis de gagner? Marika est dans mon top 3. Là. C'est vraiment c'est une joueuse complète qui était dans une position excellente en début de jeu. Elle reconnaît elle-même. Je pense qu'elle a fait un gros move trop rapidement qu'elle n'avait pas besoin de faire à ce stade-là. Ça a été son erreur, malheureusement, mais c'est une erreur qui lui a coûté cher parmi un jeu jusqu'à ce moment-là quasi parfait. Et en plus, c'est une jeune athlète qui est vraiment capable de performer dans les épreuves sans avoir l'air trop imposante physiquement. Fait pour moi, elle a un package idéal là, pour Survivor. J'espère l'avoir besoin un jour. Peut-être qu'elle fera un All-Star, hein. On n'est pas à l'abri. Mais je pense que s'il y a avoir des All-Stars québécois qui viennent chercher des membres pour représenter la préfusion, je pense définitivement que Marika va être considérée. Elle a un beau jeu, elle a été appréciée des fans. Belle personne aussi à l'écran à suivre, là, elle s'exprime bien. Fait que ouais, je lui souhaite vraiment, là, elle mériterait une deuxième chance. Et surtout qu'en plus, oui, Marika s'en va, tu disais qu'elle était proche de Joël. Surtout que Joël était un peu un électron libre dans son équipe parce que tout le monde voulait l'éliminer. Il cherchait des Immunity Idols dans tous les sens. Enfin, c'était, voilà. Donc, je pense qu'à ce moment-là, peut-être que tu t'es dit que tu pouvais travailler avec Joël aussi à la sortie de Marika. En fait, Joël, moi, j'ai j'ai la première journée qui est débarquée sur notre île à Caloban. Moi, je suis allé vers lui. J'ai même pas attendu l'élimination de Marika parce que
jusqu'à temps qu'on apprenne que les Tiagas n'étaient pas aussi solides qu'ils avaient l'air, j'ai quand même vu que j'étais en minorité 3 Caloban, 4 Tiagas. Fait qu'il a fallu que j'aille chercher des relations. C'est pour ça que j'étais allé chercher Sylvain et Joël, mais je l'ai fait rapidement. Fait que ça n'a pas pris l'élimination de Marika pour que je me rapproche de Joël. Même que il m'avait tellement bien parlé de sa relation avec Marika que moi aussi, je voulais pas qu'elle parte. Parce que j'avais pas de nombre à ce stade-là, tu sais. Fait que même si c'est l'allié de mon allié qui avait à venir me rejoindre, au moins ça me donne un nombre. Fait que je voulais pas qu'elle parte. Moi aussi, j'étais déçu là, que Marika parte. Je la voyais aussi comme un genre de morceau de mon jeu. Je pense que j'aurais jamais été la personne la plus proche d'elle. Fait qu'il aurait fallu un jour que je me retourne contre ce côté-là de mon alliance potentielle, mais ça me laissait quand même des options pour le futur face à une alliance majoritaire de Tiaga qui semblait juste contrôler le jeu. Fait que ouais, c'est ça. Et ensuite, dans votre équipe, on a Pierre-Alexandre qui est exclu. Comment tu as vécu cette exclusion? Est-ce que c'est pour ton jeu ou pour la suite de l'aventure, c'était pas compliqué ou tu n'avais pas forcément d'atome crochu ou de stratégie avec Pierre-Alexandre? Il faisait pas tant partie de mon jeu ou de le futur que je voyais pour mon jeu. Puis c'est ça, je m'arrêterai là par rapport à... Ouais. Je comprends, pas de souci. Ouais. Et dans l'équipe d'en face, on a quand même Martine qui est éliminée, qui était une ancienne aventurière de ton équipe à la base, de 1.0. Est-ce que tu étais déçu de l'avoir quitté l'aventure? Martine, humainement, je l'adore dans le jeu. J'ai pas tant connecté avec elle comme alliée. Dans son duo, j'étais vraiment plus proche de Dennis. Puis en fait, c'est celle, tu sais, quand on parle de qui nommait mon nom en backup en début d'aventure, c'est Martine qui sortait mon nom là, tellement souvent. Fait qu'elle jouait pas vraiment pour mon succès dans le jeu. Fait que le fait qu'elle quitte, c'était pas la pire des choses pour moi. Ça reste que j'avais plus de chances de travailler un jour avec Martine que d'autres personnes qui étaient dans Tiaga 2.0. Fait que c'était pas idéal pour moi qu'elle parte. Mais dans les 3 femmes qu'il y avait à Tiaga 2.0, en Karine, Maryse et Martine, j'étais plus proche dans le jeu de Karine et Martine. Ben oui. Fait que pour moi, c'était quand même... Pour la situation dans laquelle elles étaient, d'être en minorité et tout ça, pour moi, je pense que c'est la meilleure chose qui est arrivée. Oui, c'est vrai qu'il vaut mieux garder Maryse ou Karine sous le coude que Martine. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Mais je peux te dire, juste pour le plaisir à ce conseil-là, jusqu'au conseil. Tu sais, on dit souvent là, que le conseil ne sert à rien et que le vote est déjà préétabli. Ce qu'on a vu à la télé, qui est un vote qui se change organiquement, sans nécessairement avoir des petits chuchotements, de Maryse à Martine, c'est pas du montage, là. C'est pas de l'excellente télévision, c'est littéralement ça qui s'est passé. Ça a aussi fait d'excellente télévision, là, mais c'est pas, on s'est pas fait tromper comme public. La cible ce soir-là était Maryse. Puis au travers des discussions ouvertes, là, sans même des petits chuchotements, à part peut-être des petits regards et des pointés du doigt à m'amener, là, ça s'est vraiment changé de Maryse à Martine directement au conseil. Surtout par la porte de Sango, qui est venu sauver Maryse. Oui, effectivement, c'était un conseil où il y a eu beaucoup de tractations. Effectivement. Ouais, c'était intense comme conseil. C'était moi qui n'ai pas très confrontationnel, je sais pas comment je l'aurais vécu en personne, c'est pour ça que je n'étais pas là. Mais c'était intense, ouais. Et ensuite, c'est la merge. Donc, tu es en réunification. Comment voilà, est-ce que tu étais heureux enfin d'arriver à cette réunification? C'est certain. C'est certain. Je pense que quand les gens vont à Survivor, l'aventure est belle, l'aventure est un rêve qui se réalise du moment que tu fais le jour 1. Mais, je pense que le mais est important, il faut reconnaître que se rendre à la fusion, c'est quand même un gros moment. Ça t'assure que tu es soit finaliste ou que tu es membre du jury. Fait que tu vas voir la fin du jeu. Tu vas vivre ton aventure vraiment jusqu'au jour 44 pour ce qui est de Survivor Québec. Fait que c'est certain que ça, c'était un gros soulagement de me dire, genre, hey, Survivor Québec, là, je vais vraiment avoir fait partie de la première saison du début à la fin. Ça, c'était une énorme fierté. Pour moi, je rajoute ça aussi, c'est certain, avec le début de parcours que j'ai eu, qui n'était vraiment pas évident. J'étais vraiment fier là, de m'être rendu là. Je ne me suis pas rendu à la fusion en étant numéro 3-4 dans une alliance majoritaire qui m'a ensemble tout le long. J'ai dû tester plusieurs relations, j'ai dû
J'ai dû voter ici, j'ai dû voter là. J'ai gagné des épreuves d'immunité. On a gagné des épreuves d'immunité de tribu quand on ne s'attendait pas à nous voir gagner. Fait que c'était vraiment un gros sens de fierté de m'être rendu avec un début de parcours qui, des fois, me remettait en question là, si j'allais vivre mon rêve à fond. Puis, en plus, côté jeu, si on oublie le fait qu'on est en minorité Caloban encore, il reste des personnes à Tiaga, je suis quand même conscient que des joueurs comme moi, qui ont moins l'air imposants physiquement puis qui n'ont pas des personnalités ultra dominantes, il y a un petit peu un switch à la fusion. En début de saison, c'est des joueurs un petit peu moins imposants qui se font sortir beaucoup plus. À la fusion, ça change. Les joueurs qui prennent beaucoup de place vont souvent être regardés de plus près et se faire éliminer. Fait que j'étais comme, OK, ça, c'est un bon changement dans le jeu pour moi. Oui, effectivement, comme tu dis, même nous en France, c'est ça aussi. Au début, c'est les moins sportifs qui sont visés, et ensuite, c'est les plus sportifs ou ceux qui dominent la stratégie qui sont visés. C'est logique. Ouais, c'est ça. Mais c'est un petit peu ça le ballon de Survivor qui fait en sorte que ça donne espoir pour des personnes moins imposantes physiquement de aussi excellent dans le jeu. Maintenant, je pense que c'est plate niveau parcours que généralement les personnes moins imposantes vont en vivre moins, puis que des personnes physiques souvent vont se rendre au moins à la fusion. Au moins, ils vivent l'aventure plus longtemps. Mais si on parle de pourcentage de chances de gagner, de vraiment te rendre à la fin puis d'être la personne qui gagne, c'est assez équilibré parce que généralement, justement, il y a cet équilibre-là. Au début, c'est les petits qui sont éliminés, puis à la fusion, c'est les gros qui sont éliminés. Fait que ouais, je suis content qu'il y ait cet équilibre-là dans Survivor puis que c'est pas complètement physique, parce que sinon je m'aurais peut-être un petit peu moins attaché au jeu. Oui, je comprends. Ouais. Et malheureusement, il y a un double conseil, il y a 2 éliminations. Le vent ne tourne pas en ta faveur puisque Sylvain a été éliminé en premier et après suite à l'Immunity Idol de Joël, tu sors derrière. Comment tu as vécu ce conseil qui devait être dur émotionnellement parce que même quand Sylvain est parti, tu te dis bon, au moins c'est pas moi, et en fait il y a un deuxième vote et malheureusement avec 2 voix, tu sors. Comment tu as vécu ce gros conseil? Ouais, mais comme j'ai dit, je savais que je rentrais dans la fusion en minorité. Et puis je savais que j'étais aussi avec Joël comme allié, qui à ce temps-là dans le jeu est un petit peu un paria social, je pense que c'est ça en français. Ouais. C'est correct, ça fait partie du jeu, mais il y a des joueurs que ça va pas connecter niveau socio-stratégique avec les autres, fait que ça fait qu'ils deviennent des cibles, fait qu'après ça, si tu t'attaches à eux, puis oui, je me suis attaché à eux, mais honnêtement, j'avais pas vraiment le choix. C'était ça qui restait. Fait que j'étais comme, gars, la gang, ceux qui ont été exclus socialement, on va se mettre ensemble. Ça n'a pas fonctionné. Puis comme tu dis, je sais que tout peut se passer dans le jeu de Survivor, mais un double conseil avec 2 immunités jouées, avec 2 votes seulement pour partir, ça fait quand même mal. Un petit peu la malchance de comment ça s'est passé. Tu comprends? C'est déjà qu'un double conseil, c'est rare. En plus, 2 immunités jouer un conseil, c'est rare. Partir sur un vote minoritaire, c'est rare. Tu sais, c'est plein de trucs qui se sont empilés. Il y a ce coup, j'étais comme, tu sais, je trouve ça. Ça paraît à la télé que je suis juste comme, tu sais, c'est plate, ça finit comme ça, parce que, tu sais, je me suis pas mis une tribu en majorité à dos. Tu comprends? Tu sais, j'ai pas. En tout cas, c'est le jeu qui est venu dans le chemin plus que la façon que j'y ai joué. Mais après, le jeu s'est mis dans le chemin d'une autre façon et m'a donné l'opportunité d'aller à l'île de la Rédemption. Puis, à y repenser aujourd'hui, s'il n'y a pas un double conseil ce soir-là, puis que je reviens au camp, finalement, les trucs bougent, puis je suis capable de faire tourner le vent de bord. Ce qui est quand même possible en passant parce que, hey, là, je vais te rentrer dans trop d'informations. Là. À quel point on a du temps? Je m'échappe de ma réponse tellement que je parle longtemps, je suis désolé. Mais mettons que je ne suis pas éliminé ce soir-là, ça se peut que la saison est un petit peu différente parce qu'il y avait assez de joueurs qui n'étaient pas fans de genre la domination de JJ qui étaient prêts à se retourner. Parce que l'élimination d'après, ça a beaucoup dépendu du vote de Justine. Mais j'aurais pas fait la même chose que Justine, genre, je le sais. Juste à cause de la façon que je décide d'approcher le jeu. C'est pas ça que j'aurais fait. J'aurais, moi aussi, joint la genre de révolution contre l'Alliance majoritaire.
puis t'aurais fait que les votes, je me souviens pas si ça aurait été égal ou majoritaire, mais quand même, ça nous aurait donné une opportunité de changer les choses de bord. Fait que si j'avais resté dans le jeu, c'est possible que j'aurais pas été la deuxième personne à l'île de la Rédemption. Si je suis pas à l'île de la Rédemption, mon parcours, évidemment, est très différent. Là. Je suis conscient que l'île de la Rédemption, c'est une énorme partie de mon parcours. C'est aussi une énorme partie de mon CV. Fait que, est-ce que l'île de la Rédemption, le fait qu'il était là, oui, ça m'a sauvé dans le jeu, mais ça m'a aussi permis vraiment de me donner un beau parcours, puis de revenir dans le jeu un peu sous-estimé à 5 contre 1, ça aussi, ça fait partie de mon histoire. Fait que je peux pas me plaindre là, d'être allé à l'île de la Rédemption, tant par le fait que ça m'a sauvé, mais qu'aussi ça m'a donné une belle opportunité de me démarquer comme joueur. Maintenant, est-ce que c'est un chemin que je recommanderais à tout le monde? Non, parce que c'est extrêmement dangereux. Devoir survivre à toutes les semaines avec une épreuve, c'est vraiment épeurant. Comparé juste dans une alliance majoritaire, je recommande l'alliance majoritaire si tu veux juste être sain d'esprit à Survivor. Mais c'est ça. C'est un petit peu dans ma réflexion par rapport au début de l'île de la Rédemption. Mais surtout qu'en plus, comme tu dis, oui, donc tu vas à l'île de la Rédemption. Comment toi, tu vis cette annonce, cette seconde chance? Comment tu la vis? Et est-ce que dans ta tête, tu étais vraiment déterminé à gagner toutes les épreuves pour aller jusqu'au bout à ce moment-là ou tu as eu des doutes? Ah, ben attends, il y a comme un oui à tes deux questions, dans le sens que j'étais déterminé, c'est certain de gagner toutes les épreuves et revenir. Là. Je suis ultra compétitif et ultra fan de Survivor. Moi, il n'était pas question que j'abandonne et que je donne pas mon 100% dans les épreuves. Fait que oui, j'étais déterminé. Maintenant, est-ce que je me considérais comme une grande menace d'épreuve qui allait démolir toutes les épreuves et gagner puis revenir dans le jeu? Non! Puis on me voit le dire à la télé, on me voit le dire à la fois, genre, j'oublie, mais comme je dis quelque chose à m'amener, genre, c'est l'heure, c'est l'heure de ma rédemption. Je dis quelque chose dans ma fait qu'on voit que je le veux, mais on me voit aussi quand je lis l'affiche, que je suis comme, oui, moi, les épreuves, ça va bien aller. Fait que c'était vraiment cet équilibre-là que j'avais en tête, mais au-delà de tout, je reviens souvent au fait que moi, j'étais en train de vivre mon rêve d'être à Survivor. Fait que le fait de faire partie d'une twist, puis le fait que je vais faire partie des épreuves où ta vie est sur la ligne, c'est cool. Fait qu'il y avait aussi ce sentiment-là d'être comme yes, c'est vraiment mon aventure Survivor, elle a du fun dedans. Là. Voilà. Ben, surtout, comme tu disais, l'île de la Rédemption, ça va être une grosse partie de ton aventure. Tu vas la vivre jusqu'au bout, cette île de Rédemption, avec Sylvain, même si Sylvain ne va pas intégrer ensuite le top 6. Mais voilà, quels ont été les moments de vie sur l'île? Après, il y a eu Sango, il y a eu Joël, Maryse, etc. qui ont suivi. Mais quels sont les plus beaux moments que tu as vécu avec tes camarades sur cette île de la Rédemption qui n'est clairement pas la même vie que sur le camp? Ouais. Littéralement, t'en parles, puis genre, ça me fait monter genre des émotions. Cette île de la Rédemption-là, si on parle vraiment genre des relations humaines, il faut que je mentionne particulièrement Sylvain. Oui, les autres qui sont passés, je les apprécie, j'ai passé du beau temps avec eux, mais à chaque fois, c'était une journée à peu près ou une soirée et un matin avec eux. Là. Fait que c'est pas la même chose. Tandis qu'avec Sylvain, j'ai passé 15 jours avec lui seul sur une île. Là. C'est énormément de temps avec quelqu'un que je connaissais pas, 3 semaines avant ça. Puis je peux te dire là, une affaire. À toutes les soirs, on allait se coucher, on allait s'asseoir sur le bord de la plage. Ça avait fait des genres de serviettes avec on avait eu un sac de jute avec une récompense de pêche dedans. On avait pris notre machette puis on avait coupé le contour du sac pour se faire genre 2 grosses serviettes de jute. Fait qu'on allait se mettre ça sur la plage. Oui, c'est vrai, le grand luxe. Là, on était presque un resort. Fait qu'on allait sur la plage à tous les soirs avant de se coucher. Puis honnêtement, je n'étais pas capable. On n'a pas l'heure quand on était à Survivor. Puis ça y est, se couche peut-être à 6h. Peut-être quand je dis le soir, peut-être qu'il était rendu genre 7h15. Mais on passait une bonne heure et demie, je dirais, à juste se poser des questions. Aller-retour. Parce que c'est juste ça qu'on avait à faire le soir. Puis ça m'a vraiment appris à découvrir Sylvain, puis à moi aussi m'ouvrir à lui. On a vraiment parlé de nos vies, on a parlé de nos partenaires. J'y ai parlé de ce que j'ai vécu au secondaire. Il m'a aussi parlé des moments plus difficiles de sa vie. C'est pas juste rester en surface de c'est quoi ta sorte de crème glacée préférée? On s'est probablement demandé ça aussi parce qu'on t'a demandé 1000 questions. Là. Mais l'île de Rédemption, ça m'a vraiment permis de découvrir Sylvain. Là. C'est comme si, là je dis pas ça du point de vue
romantique, mais du point de vue amical. Là. Oui. C'est comme si l'île de la Rédemption nous a permis d'être en genre de blind date amical pour 15 jours. Parce qu'on n'a pas demandé qu'on soit les deux sur l'île de la Rédemption. Là. On s'est fait mettre là ensemble, puis avant cette journée-là, on s'appréciait, puis on avait commencé à jouer ensemble à Caloban 2.0, mais on n'était pas les alliés les plus proches non plus, puis on parlait pas tant de notre vie personnelle, fait qu'on savait pas qu'il allait avoir cette amitié-là entre nous deux. Elle s'est développée, puis j'en suis tellement reconnaissant, je suis full heureux de l'avoir dans ma vie, dans le poste aventure aussi. Puis tu rajoutes à ça le fait qu'on a fait 4 épreuves. J'ai essayé de gagner les 4. Mais il est arrivé en 2e place les 4 fois. Fait que, ça aussi, il y avait un gros sentiment de fierté. Je pense que Sylvain était quand même plus confiant dans ses capacités d'épreuve que moi. Je pense pas qu'il pense à un JJ, mais tu sais, lui, si tu lui aurais dit « Ah, tu vas te rendre à la fin jusqu'à la rédemption », je pense pas qu'il aurait été aussi, genre, pas surpris, mais impressionné par lui-même. Ben, peut-être impressionné aussi. Je sais pas comment le définir. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Là. Tu sais, il y avait, mettons, JJ, il serait dit « Moi, je gagne tout ». Ben, mettons. Sylvain, je pense qu'il est au milieu, puis moi, j'étais comme « Hey, je vais te donner du mieux que je peux à chaque fois, puis hey, si je suis capable, je vais être très fier. » Fait que je pense qu'il était plus là. Fait que les deux ensemble, il y avait un gros sentiment de fierté de « Hey, ça fait 4 fois là, qu'on... Oh non, lui, on a gagné 3. Excuse. Il est arrivé en 3e place 2 fois. Moi, je l'ai gagné 4. La 4e, il n'a pas gagné. Mais moi, je l'ai gagné 4. Lui, il a gagné 3. Fait que c'était vraiment comme un gros genre, hey, yes, on performe. Là, on se trouvait un peu cool. Non, mais c'est vrai que tu parlais des épreuves. Il y a de très beaux moments. Je me souviens quand vous sortez tous les deux, que vous ouvrez la porte quasiment en même temps. L'ultime épreuve que tu gagnes avec l'espèce de truc qui tombe, il faut toujours faire le puzzle, se retourner, relancer la boule. Bah, toi, quelle épreuve t'a le plus marqué? Comment tu as vécu ces passages avec les épreuves? Oh, wow! OK. Ces épreuves-là, honnêtement, ils ont une place très importante dans mon cœur, évidemment. Là. C'était très haut en adrénaline. Je me battais pour ma vie, puis ça l'aide que je les ai gagnés. Fait que c'est une belle source de fierté. Je rajouterais aussi que 3 des 4 épreuves, parce que la 3e, un petit peu moins, mais 3 des 4 épreuves, c'était des challenges iconiques de Survivor. Fait que ça aussi, c'était le fun. Je faisais partie des 3 personnes à chaque fois qui avaient l'opportunité de faire cette épreuve-là iconique. Les bouts de bois que tu vas chercher des clés dans une cage. Iconique. Le château de cartes. Iconique. Le château de cartes, je l'ai moins aimé. C'est la seule des cartes que j'ai le moins aimé. Lancer des trucs à la catapulte, ça fait souvent partie des épreuves. Moins iconique, mais vraiment le fun. Puis le puzzle avec le plinko qui descend, ça aussi, c'était une épreuve iconique. Fait que c'était toutes des épreuves que je trouvais super le fun à faire. C'était vraiment mes genres d'épreuves aussi. Puis ça, il faut quand même le dire, là, je suis capable de le reconnaître. Je suis quand même content que j'ai pas eu une grosse épreuve de force ou une affaire d'endurance sur un poteau. J'ai eu des épreuves qui sont pas nécessairement aligné avec mes talents, parce qu'il y en a beaucoup des épreuves que c'est des affaires que les 3 personnes n'avaient jamais faites de notre vie. Mais c'était toutes des épreuves que, hey, débrouille-toi, trouve la façon de vaincre cette épreuve, puis tu auras du succès. Il n'y en a pas une que t'es rentré, puis t'es comme, ça va pas se passer pour moi. Peut-être la dernière, si quelqu'un est pas à l'aise avec les casse-têtes, ça aurait pu faire peur. Mais les 3 personnes qui étaient là étaient à l'aise avec les casse-têtes. Moi, la deuxième, c'est celle que j'ai le moins aimé, le château de cartes. Parce que je suis quelqu'un dans la vie qui shake, puis je suis pas minutieux, puis je suis super maladroit. Il y a même un moment dans l'épreuve où est-ce que mon château de cartes est assez haut que je veux plus le toucher, puis je suis à côté, puis genre, je suis tellement TDA, puis je peux le dire parce que je suis pas vrai, là, juste pour être clair, je me moque pas de ça. Je suis tellement TDA, puis je suis tellement stressé dans le moment que je me suis comme mis à danser, genre. Mais j'étais comme, arrête de bouger. T'as un château de cartes de genre 7-8 pieds à côté de toi, tu vas le faire tomber. Fait que cette épreuve-là, beaucoup trop maladroit et un manque de minutie pour que ça soit ma favorite, puis elle m'a beaucoup angoissé. Mais quand même, j'ai fini avec le plus gros château de cartes avec la technique que je me suis développée en la faisant. Fait je suis fier de ça là aussi. Oui, non, mais franchement, c'est sur le papier, en plus, c'était pas forcément celui qu'on attendait comme Challenge Beast. Et puis au final, moi, à chaque fois, j'étais en mode, mais c'est une blague, il a encore gagné. Enfin, c'était incroyable. Moi, j'ai adoré suivre ton parcours sur l'île de la Rédemption. Et d'ailleurs, quand tu étais sur l'île de la Rédemption, quand tu voyais les uns, enfin, tous les candidats arriver les uns après les autres, est-ce que dans votre tête, vous réfléchissez à qui c'est qui va arriver? Est-ce que ça va être Sango? Est-ce que ça va être, pourquoi pas JJ, Sandrine? Enfin,
comment vous avez vécu l'arrivée de chacun des candidats? OK. Fait que oui, définitivement, entre les éliminations, on essayait de prédire la prochaine personne qui s'en venait. C'est sûr, le premier vote, on s'attendait que ça soit Joël. Ça, c'est comme évident, là. Finalement, c'est pas lui qui est arrivé parce qu'il y a eu la genre de rébellion de Sango. Puis la façon que ça se passait avec la façon que JJ gérait l'Alliance, je dirais, c'était beaucoup un système de peur, je dirais, puis c'est correct, là, c'est une stratégie valide. On a un Boston Rob aux États qui a fait quelque chose de semblable, mais en gros, tu te retournais contre JJ, il s'en fichait c'était qui sa prochaine cible, ça devenait toi. Fait que c'est ça qui s'est passé avec Sango. Fait que Sango, on n'aurait pas pu le prédire parce qu'on savait pas qu'il allait genre se rebeller contre l'Alliance majoritaire. Fait que lui, ça nous a surpris assurément, mais après ça, une fois qu'il nous a expliqué comment la tribu fonctionnait, puis qui était en majorité, puis tout ça, ça serait te mentir de dire que on savait qui s'en venait. Là. C'était. Je veux dire, on a écouté la même saison. Là. Cette portion-là de la saison était un petit peu. C'est une alliance majoritaire qui s'est tenue fort et qui a ciblé des personnes qui étaient en minorité. Puis malheureusement, les personnes en minorité, soit au travers des avantages, au travers de leurs relations sociales, ils n'ont pas été capables de renverser l'alliance majoritaire. Fait ça a fait en sorte qu'on était conscient que Joël, Sandrine et Maryse, c'était les 3 personnes en minorité qui allaient probablement nous rejoindre dans les prochaines années. On ne savait pas nécessairement l'ordre qui allait arriver, mais tu sais, quand Joël a été le deuxième, on n'a pas été trop surpris. Après ça, entre Maryse et Sandrine, ça n'aurait pas changé grand-chose, dans le sens que je pense que c'était pas une qui revenait en premier, l'autre arrivait après. Fait ça fait partie du jeu, c'est correct, ça arrive qu'il y a des alliances majoritaires qui vont juste te tenir. Tout ça. Est-ce que tu as écouté les vieilles saisons de Survivor? Genre les premières? J'ai tout vu. OK. Fait que je vais te dire quelque chose qui va te... Tu vas adorer ça. Dans cette alliance majoritaire-là, il n'y avait pas beaucoup de connaissances du jeu ou d'énormes passions de Survivor. Puis ça, ils le disent eux-mêmes. Je suis pas en train de les rabaisser, puis c'est correct. La seule personne qui avait une connaissance du jeu un petit peu plus développée par rapport à Survivor spécifiquement, parce que j'ajouterais, excuse, que Chris, lui, il connaissait bien Koh-Lanta. Chris, c'est plus un gars de Koh-Lanta. Oui. Ouais. Fait que JJ, lui, avait écouté Survivor, mais là, je te dis, tu vas faire oh! JJ a écouté Survivor à peu près de saison 1 à 9-10. À vous, hein? C'est pour ça que son style de jeu, c'était très old school. Ah ben oui. Non, mais c'est ça. C'est correct. C'est un style de jeu qui a fonctionné pendant une décennie aux États-Unis. Puis c'est lui, il a réussi à s'entourer d'une alliance majoritaire. Puis là, je parle beaucoup au Hill, évidemment. Karine, Chris, Kim faisait aussi. Puis Justine faisait partie de cette alliance majoritaire-là. Mais je pense que son narratif par rapport à comment une alliance majoritaire doit se tenir et avancer ensemble, je pense que c'est ça la raison que l'alliance s'est tenue autant jusqu'au top 6. C'est ça qui explique aussi pourquoi il y a eu cette vision-là du jeu, parce que tout ce qu'il connaissait de Survivor, c'était ce Survivor-là old school. Fait que moi, quand il m'a dit ça, on était un genre de pub, resto-bar, puis il m'a dit ça, puis j'étais comme « Oh my God, JJ, tu viens de m'expliquer la saison, là. » Tu sais, parce que des personnes comme Joël, ou comme moi, ou comme Sylvain, qui se sont rendus loin dans le jeu, puis qui avaient une forte compréhension de Survivor, parce qu'on avait écouté beaucoup de Survivor moderne, forte compréhension. Une compréhension plus récente de Survivor, vu qu'on suivait Survivor américain toutes les saisons, on comprenait pas ce qui se passait dans le jeu. On était comme, comment ça se peut que cette alliance-là ne se retourne pas? Comment ça se peut que la personne qu'on fait toutes, que si cette personne-là serait enfin, elle a des énormes chances de gagner, elle se fait pas cibler, tu sais? On comprenait pas. Mais maintenant qu'on connaît la façon que cette alliance majoritaire-là, comprenait comment une alliance majoritaire fonctionnait à Survivor, puis comment c'était attendu de respecter la loyauté, puis tout ça, ça explique tout, selon moi. En tout cas. Oui. Ben, moi, il me faisait penser un peu à Boston Rob dans le profil, quoi. Comment il voyait le jeu. Des fois, j'étais en mode, bon, ben, c'est vrai que, bon, si tu t'inspires que de la première génération, on va pas s'en sortir. Ouais, ben non, mais il a failli s'en sortir. T'sais, franchement, le JJ, il est en bonne position par plusieurs chemins d'être la première personne qui gagne Survivor Québec, puis aurait été
un bon gagnant, j'ose dire aussi, là, parce que je suis quand même fier de mon parcours et de ma victoire. Mais, tu sais, je dirais, mon parcours a été plus atypique, un petit peu Ah rocambolesque, oui, souvent en danger, devoir tourner des coins, passer par-dessus des murs. Lui a eu un parcours plus linéaire vers la fin, tout à mais fait. en contrôle. JJ, il avait un style de jeu old school, mais il l'a bien appliqué. JJ, il avait son alliance majoritaire, il ciblait la minorité, il gardait sa majorité satisfaite, puis il y a plusieurs chemins vers la fin que JJ aurait pu se rendre à la fin et aurait pu gagner. La seule faiblesse de JJ, puis justement, on a moins vu cet aspect-là du jeu en old school, Mm. c'est l'importance au niveau social de maintenir des relations positives avec les personnes dans la minorité. Parce que je pense qu'il voyait tellement le jeu de façon. Puis, comme s'il était très cartésien. Là, lui, il y avait la majorité, il y avait la minorité. On est en majorité, la minorité va partir, ils vont comprendre. Fait qu'il manquait un petit peu dans le jeu, parce que je trouve que c'est un bel humain. Il manquait un petit peu du côté humain dans le jeu. On dirait que pour jouer à Survivor, il a mis ça de côté. Puis il a oublié l'importance de garder des belles relations, parce que juste le fait que si JJ avait rendu à la fin, à ce jour, c'est incertain s'il gagne, dépendamment avec qui il est assis. Mais avec du recul, puis avec vraiment l'analyse du jeu au complet, si JJ se rend à la fin assis à côté des personnes de l'Alliance majoritaire, c'est difficile de ne pas reconnaître que c'est lui qui aura contrôlé le jeu. T'sais. Fait que ça prouve à quel point c'est important ces relations sociales-là à Survivor, puis à quel point ça fait partie du vote final, le vote au jury, que si, malgré le fait que tu contrôles le jeu d'une main de maître, dans l'apparence, si en chemin, les joueurs autour de toi se sentent pas bien avec la façon que tu joues, puis la façon que tu représenterais la saison, ben ça peut valoir rien. C'est le parcours qu'il y a eu. Puis je dis pas que le parcours de JJ vaut rien, évidemment, là. Mais c'est ça. Ça aussi, ça explique aussi la vision old school de JJ par rapport à Survivor. Puis ça explique ce qui s'est passé dans notre saison à cause de l'énorme pouvoir qu'il y a eu. Oui, effectivement, ouais. Non, mais je comprends mieux maintenant. Non, mais avoue, j'adore ça dire ça au monde. Le fait que c'est une inspiration old school, parce que ça explique. C'est génial comme explication. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, tu re-rentres dans le jeu en gagnant la dernière épreuve. En plus, ça doit être stressant de faire une épreuve avec des gens qui te regardent. Surtout la dernière épreuve, il y a tout le monde qui est là pour te regarder. Ça doit être bien stressant, mais tu remportes l'épreuve. Bon, je me doute que tu devais être ultra heureux de re-rentrer dans le jeu. Comment tu as vécu ces premiers pas dans ton Survivor 2.0, on va dire? OK. Comme j'ai dit, la façon qu'on voyait l'alliance majoritaire, il n'y a rien qui allait bouger. C'est pour ça qu'on savait que ça allait être Joël, Marie, Sandrine. Fait qu'on était pas mal certain que la personne qui revenait de l'île de la Rédemption se faisait sortir tout de suite. Puis, c'est pas juste une illusion qu'on s'est donnée. Là. Si tu regardes l'émission jusqu'à mon retour, quand il parle de la personne qui venait de l'île de la Rédemption, ils pensent même pas à l'idée de travailler avec. Là. Les cinq sont comme, c'est pas grave, on se tient les cinq. Puis je pense pas qu'ils se disaient ça ensemble pour se rassurer. Là. Je pense que c'était ça le plan, puis c'est ça qui allait se passer. Fait qu'en rentrant dans le jeu, j'étais très très fier d'avoir réintégré le jeu. Dans ma tête, je me disais, hey, c'est cool. C'est ce que je laisse sur la saison, c'est que je suis le roi de la rédemption, je suis le gars qui est revenu, je suis fier, j'adore. Est-ce que ça veut dire que j'étais pas pour essayer de brasser les cartes? Absolument pas. Encore une fois, si on revient à ma passion Survivor puis à ma compétitivité, moi, c'est impossible que j'essaye pas des affaires. Mais définitivement, en revenant, j'étais comme, je rentre pas dans la situation la plus favorable. Du coup, tu as quand même réussi à bouger tes pions. Parce qu'en plus, les trois conseils qui vont suivre, tu votes toujours pour la personne qui sort. Le premier à en faire les frais, c'est JJ, avec même Chris qui vote contre lui. Il y a vraiment tout le monde. Comment tu as vécu ce conseil? Parce que JJ, je ne sais pas s'il s'y attendait vraiment, mais c'est vrai que moi, c'est horrible. Moi, j'espérais qu'il sorte parce que c'était trop évident qu'il gagne la saison. Moi, je voulais que ce soit toi, des gens, comme tu dis, en bas, comme Justine, comme toi, enfin, des gens qui au début, on ne croit pas forcément qu'ils peuvent aller jusqu'au bout et finalement, ils sont hyper surprenants. Donc, comment tu as vécu ce gros conseil de la sortie de JJ? Ben, moi, c'était
dans les moments les plus angoissants de ma vie, là, tu sais, je peux pas... J'étais dans des plans des deux côtés, tu sais, j'avais mon plan avec Karen, qui s'est avéré être un mensonge, j'avais mon plan avec Kimberly et Chris, qui ça, s'est avéré être vrai, mais on est en Survivor, ils ont le droit de me mentir. Fait que je pouvais pas me permettre d'assumer qu'il y a un des plans qui allait fonctionner, surtout si je regarde toutes les éliminations qui sont venues avant moi, que les gens revalaient la rédemption, puis ils disaient, ouais, j'ai essayé quelque chose, puis ils m'ont dit que ça pourrait peut-être se faire, mais ça s'est pas passé. Tu sais, fait je voulais pas assumer que ça allait se passer, mais j'étais comme, hey, les discussions que j'ai eues avec certaines personnes, là, je suis comme, y a-tu des chances? Y a-tu des chances? Mais j'avais peur quand même. Fait que quand que, il y a mon vote pour JJ qui est sorti, puis là, je me suis dit, ouf, c'est mon vote, ça veut rien dire. Quand il y a un deuxième vote qui est sorti, j'étais comme, oh my god! Puis on me voit à la télé, là j'ai l'air comme excité, mais à la télé, je suis juste comme. J'arrivais pas à croire ce qui se passait, dans le sens que j'étais comme, oh my, est-ce que je suis dans une alliance de 3 qui vient de flipper l'alliance majoritaire qui vote ensemble depuis le jour 1 de la fusion? Je comprenais pas, là, je trouvais ça fou. Fait que certainement, cette soirée-là, ça allait être intense. Puis je peux te confirmer, JJ, il en avait aucune idée. Là. JJ, Non, aucune idée. Quand tu vas au conseil à Survivor, il faut que tu apportes ton sac avec tous tes effets personnels. Comme si tu te fais éliminer, tu pars avec. Il n'a pas apporté ces choses. Ces choses étant c'est à ce point-là qu'il a assumé qu'il revenait. Mais en même temps, encore une fois, je comprends. Lui, dans une alliance majoritaire depuis genre jour 1-2, il contrôle presque toutes les éliminations. Ben, je dis presque. Pas mal toutes les éliminations. Puis son nom n'était jamais vraiment sorti non plus sur un papier. Là. C'est la première fois qu'un vote a écrit Jean Junior, c'est le soir qu'il est parti. Fait qu'il était dans une position dominante et confortable toute la saison. Fait que jusqu'à un certain point de vue, quand t'es habitué à ça, je vois pas pourquoi il aurait été inquiet, surtout que toute son alliance, comme d'habitude, lui disait oui, on a voté Maryse, on a voté Sandra, on a voté Nico. Je le comprends que dans sa tête, ça allait pas se passer. Kim qui se retourne contre lui, peut-être selon moi, il aurait pu le voir venir un petit peu parce qu'une fois que l'alliance majoritaire se retournait contre quelqu'un, le plan c'était d'aller contre Kim. Fait que du moins que cette information-là se rend à elle, puis il n'avait pas peur de la dire. Là. Il y avait quelques personnes qui le savaient. C'est certain qu'elle va vouloir faire un move contre lui. Puis aussi, Kim, ça n'aurait pas été à son avantage de se retrouver à la fin contre JJ. Fait que pour ces raisons-là, Kim et Justine, mettons, je trouve qu'il aurait dû avoir un petit peu plus peur d'elle, parce que les deux avec moi, on aurait pu faire un move. Malheureusement, on n'a pas eu Justine, mais on a eu Chris. Comment on a eu Chris? On a eu Chris pour deux raisons. On a eu Chris parce que je dis je veux rendre le crédit à Kimberly. Ce move-là de JJ, j'en faisais partie, comme tu as dit, j'ai fait un vote qui allait vers JJ, mais ce move-là vers Kimberly avec Chris, c'est vraiment leur move. Donc, comment Kimberly a eu Chris, c'est la relation Kim et Chris, là, très importante à Survivor Québec saison 1. Puis on l'a. C'est fort ta relation. Oui, on l'a moins vu à cause de la relation JJ-Chris, mais cette relation-là était très importante, là. Tu sais, quand j'ai dit que moi et Sylvain, on allait parler sur la plage 1 à 2 heures par soir, là, Chris et Kim aussi. Ils étaient très proches. Là. C'était une alliance importante. Fait qu'à ce stade-là, Chris, en quelque sorte, a dû choisir entre Kim et JJ. Il a décidé de protéger Kim. Je pense que l'autre truc qu'il a fait, mais pas je pense, je sais que l'autre truc qu'il a fait pencher Chris, puis on a parlé un petit peu à la télé, c'est que à cause du parcours qu'il a eu, il a été beaucoup vu comme étant dans l'ombre de JJ pas mal toute la saison. Puis je pense qu'il a voulu faire quelque chose pour se démarquer. Fait que c'est pour ça aussi que je pense qu'il a penché vers Kim pour faire ce move-là. Fait que les raisons qui ont fait en sorte que le switch est arrivé sont logiques. J'étais content de faire partie de ce plan-là. Maintenant, est-ce que ça a joué en ma faveur que Chris et Kim n'étaient pas ils n'écoutaient pas Survivor et donc n'étaient pas vraiment familiers avec le fait qu'aux États, à chaque fois qu'il y a eu une aide de la rédemption ou un Edge of Extinction, des trucs comme ça, la personne qui revient, tu la sors. Parce que c'est quand même un gros morceau. Tout le parcours, c'est impressionnant pour un jury. Moi, tous les membres du jury sont passés sur l'aide de la rédemption. J'ai pu travailler les relations sociales là. Fait que c'est aussi tout ce qui est underdog. Une île de rédemption, Edge of Extinction, si tu réussis à te rendre à la fin avec, c'est quand même puissant pour un CV. Puis je pense que malheureusement, à cause qu'il n'avait pas vu Survivor US, il n'était pas vraiment
il était impressionné par mon parcours à l'aide de rédemption, mais je pense pas qu'il était au courant vraiment de la valeur que ça apporte à un CV. C'est ma prédiction, mettons. Fait que, selon moi, c'était correct de me prendre pour ce vote-là, pour sortir JJ. Je pense que pour eux, le vote de sortir JJ était bon, évidemment. C'était la chose à faire là, dans leur situation. Mais j'ai dit au conseil final, on l'a pas vu à la télé, mais je sais pas si on l'a vu, là, mais au top 5, il fallait me sortir. Il fallait pas sortir Justine. Fait que c'est ça genre l'équilibre de comme le vote du top 6 a été bon pour Chris, pour Kim et pour moi. Le vote du top 5, la seule personne pour qui ça a été bon, c'était moi. Là. C'était pas bon pour Karine, c'était pas bon pour Justine, évidemment. C'était pas bon pour Chris, c'était pas bon pour Kim. C'est fait que, en tout cas, c'est ça un petit peu la fin de jeu qui s'est passé. Puis après ça, là, je m'avance un petit peu dans l'élimination, là, mais vu que je pourrais lancer le vote à Karine, ça, à ce stade-là, je pense que Karine était encore... Mettons que, avec l'information que j'ai aujourd'hui, de la façon que le jury voyait le jeu, j'avais pas autant ça pendant que j'étais dans le jeu, mais c'était un petit peu ce que j'avais lu, là, selon mes impressions du jury. Mais Karen était encore plus une menace que Chris et Kim. Ouais. Avec moi, je pense qu'à cause de son move de déchirer pas de déchirer. Son move de donner la fausse immunité et de protéger Chris et tout ça. Ça, le jury n'a pas trippé. Contre moi, aussi humblement que je peux le dire, là, si on est vraiment en analyse du jeu, je pense quand même que j'ai des chances contre Karine, surtout sachant que je suis capable de bien performer un conseil final. J'ai quand même des chances, mais c'est quand même celle dans les 3 que je voulais pas avoir avec moi en finale, parce que je trouve qu'elle avait un très beau parcours, elle m'impressionne beaucoup comme joueuse, mais aussi parce que je pensais que j'étais plus capable d'aller chercher le vote de Karine que d'aller chercher le vote de Chris ou de Kim, à cause des relations qu'on avait bâties. Fait que c'est pour ça que à ce vote-là, au top 4, là, je pense que c'était un bon vote pour moi, assurément. Puis pour Chris et pour Kim, c'est un petit peu un... Je sais pas comment ça aurait été pour eux en finale contre Karine. Si mettons qu'il m'aurait sorti moi. Ah non, j'avais l'immunité! J'ai oublié, j'avais l'immunité. Mais je suis pas mal sûr que si j'avais l'immunité, je sais pas s'il m'aurait sorti quand même. Parce que je pense qu'il voyait quand même Karine comme une plus grande menace à leur jeu que moi. C'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas dans le sens que Karine avait un jeu semblable à Chris et Kim, avec certains petits ajouts que Chris et Kim n'avaient pas. T'sais, les relations avec Caloban, le move contre Marika qui est vraiment venu changer le jeu, changer la dynamique de pouvoir. Le fait que c'est une femme très forte qui a gagné plusieurs épreuves pendant la saison. T'sais, elle avait un très beau parcours et elle ressemblait à celui de Chris et Kim. Je pense qu'au moins, contre moi, on a des parcours très différents. Chris, Kim puis moi, c'est très différent là, les parcours. Fait que peut-être que c'est là que ça devient quand même avantageux pour eux d'apporter Karine. Le facteur qu'ils ne savaient pas, c'est que je pense que je performe définitivement mieux dans un conseil final que Karine. Puis c'est rien contre elle, elle le dirait elle-même. Là, juste la façon de se vendre comme ça, je pense pas qu'elle aurait été aussi à l'aise. Fait que peut-être qu'il aurait été capable d'aller switcher plus de votes au conseil final contre Karine que contre moi. Je pense. Ouais. Oui, c'est vrai que pour moi, effectivement, tu avais gagné l'épreuve d'immunité, donc j'ai oublié j'étais tranquille. En plus, j'aime pas cette épreuve-là, je sais pas pourquoi ça m'a échappé l'esprit un moment. Bon, ça devait être très rassurant pour toi parce que tu étais sûr d'être en finale. Et voter contre Justine, ça n'a pas été trop dur, même si c'était logique, mais ça n'a pas été trop dur d'éliminer Justine? Humainement, définitivement, j'étais triste de voir mon ami partir. Mais en même temps, ce soir-là, à cause que Karine était immunisée puis que Chris avait l'avantage de retirer un vote, c'était impossible de faire un move contre Chris ou Kim à cause de leur duo puis de l'avantage. Donc, c'était assurément Justine et moi. Fait que moi, c'est sûr que ce soit Justine. Puis aussi, on va pas se le cacher, là, le vote d'avant, elle a resté avec Karine et JJ. Elle n'est pas venue avec moi. Fait que il y avait ça aussi que je me sentais un petit peu moins mal de devoir voter pour elle parce que c'est comme toi tu viens de faire. Fait que... en fait, elle faisait partie des votes avec Karine qui sont allés sur Chris pour genre leur coup de théâtre là, pour l'immunité puis tout ça. Fait que techniquement, elle n'a pas voté pour moi, mais quand même, elle faisait partie du plan et des mensonges qui visaient mes mais définitivement, humainement, j'y ai braillé d'un bras. Là, on braillait les deux là, parce qu'on s'aimait bien puis on savait que c'était la fin du parcours pour un ou deux. Mais c'est ça. Bon, tu es en finale.
Tu es dans les 3 derniers contre Kimberly et Chris. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, je peux vraiment gagner? Et est-ce que tu pensais gagner avec autant de votes? Voilà, la réponse à ta première question, c'est oui. La réponse à ta deuxième question, c'est non. Donc, je savais que j'avais des bonnes chances de l'emporter parce que j'étais très fier de mon parcours. Je trouvais que j'en avais beaucoup à vendre. Je savais aussi que dans un conseil final, je peux à la fois bien m'exprimer, mais aussi venir apporter des petites surprises au jury. Par exemple, il n'était pas vraiment au courant, à part certaines personnes sur les rédemptions. Sylvain, j'en avais un peu parlé, mais la décision d'arriver dans le jeu avec un petit personnage qui m'a permis de cacher mon côté stratégique, il n'était pas vraiment au courant. Fait que ça, c'est une belle surprise. Ma guerre des duos en début d'aventure, que je me suis matché avec quelqu'un de chaque duo pour qu'ils m'utilisent pour s'éliminer entre eux, ça, il n'y a pas vraiment personne qui était au courant parce que ça a vraiment été fait. T'sais, eux, ils l'ont juste tout perçu comme si j'étais leur petite arme secrète. Fait qu'ils ont pas. Je pense pas qu'ils m'ont vu comme ayant joué dans quelques tableaux. Fait que je savais que j'arrivais avec un CV dont j'étais fier, que j'allais être capable de bien vendre et des surprises. Fait que c'est quand même un bon package pour arriver à un conseil final. Je savais que j'avais des bonnes chances. Puis on me voit aussi à l'élimination de Karine de compter les votes dans le sable. Fait que Ouais. j'étais pas mal certain des votes, mais pas nécessairement certain des votes du jury, tu peux jamais les prédire. Mais je savais que j'avais des chances. Est-ce que je savais que j'allais l'emporter avec une majorité aussi écrasante? Non. Les raisons pour ça, c'est le conseil final, ça a très, très, très bien été. Fait que je suis venu renverser des votes que je pense pas qu'il y aurait. Mettons qu'on aurait voté avant le conseil final. Mm. Selon les informations que j'ai en post-jeu, j'aurais gagné quand même, mais ça aurait été plus proche. Mm. Mais là, avec un conseil final où j'ai très bien performé, puis que mon adversaire qui avait peut-être le plus de chance contre moi, ça a vraiment, vraiment pas bien été. Là, puis il reconnaît, c'est pas vraiment dans ses cordes de faire ça. Il a perdu des votes qui sont venus vers moi, surtout en Sango et Karine. Puis Karine, j'avais une très belle relation avec elle en début de jeu. Fait que je savais que peut-être j'allais être capable d'aller la chercher. Pour être bien franc, et je l'apprécie, et je suis content qu'il ait voté pour moi, mais Sango, c'est pas quelqu'un que j'avais compté dans mes votes potentiels. Il était très proche de Chris, il était très proche de Kimberly, puis moi, on s'avait vu une fois à l'île de la Rédemption. Fait que Sango, je pense, au conseil final, il m'a déjà dit, moi, je suis arrivé comme juge. Je suis arrivé comme personne qui devait analyser 3 jeux de façon objective et récompenser la personne que je trouvais la plus méritante. C'est une façon qui est correcte de voter. Mais il y a aussi des personnes qui vont voter par affinité, fait que ça aurait été correct. S'il aurait voté pour Chris et pour Kim à ce conseil-là. Mais bon, c'est pas ça que c'est passé, mais c'est un petit peu les facteurs qui, je pense, qui ont fait que ma majorité elle a été plus grande que je me attendais. Mais c'est vrai qu'en plus, tu as quasiment toutes les voix, sauf JJ, même si tu penses, quand tu as gagné, tu es tout ému avec ta coupe de champagne, tu dis, ah, je pensais pas que JJ voterait pour moi, mais j'ai pas voté pour toi. Hein. OK, en ma défense, on s'entend cette soirée-là, là, moi, je suis dans toutes mes émotions, fait que c'est pas tout ce que je dis qui est super réfléchi et éloquent. Puis encore une fois, aussi humblement et poliment que je peux le dire, je me rappelais tellement d'avoir eu presque tous les votes qu'on dirait que j'ai comme oublié de penser qui n'a pas voté pour moi. Fait que j'étais derrière moi, puis j'étais comme, bon, qui voterait, genre, qui je m'attendais pas à ce qu'il vote pour moi, puis j'ai dit, bah, JJ, je m'attendais pas à ce qu'il vote pour moi, mais finalement, il a pas voté pour moi. Il a voté pour son grand chum Chris, mais il y a JJ qui a voté pour Chris, que ça, évidemment, je peux complètement respecter ça, là. Ils ont passé leur jeu ensemble. Puis JJ était la personne la plus proche de. Chris était la personne la plus proche pour JJ jusqu'à la fin de l'aventure quand c'était Karen aussi. Là. Mais ça, je peux complètement comprendre ça. Sinon, il y a Sylvain qui a voté pour Kimberly. Qui, sur le coup, on le voit à la télé, ça me surprend. Là. Je lui demande, genre, t'es-tu sérieux? Tu sais, j'étais surpris parce que je sais ce qu'il pensait de mon jeu. Je sais ce qu'il pense encore de mon jeu aujourd'hui. Je sais qu'il trouve que je méritais de gagner. Là. Ça, c'est pas dans les questions dans l'univers. Ce qui s'est passé dans le moment, la façon qu'il me l'explique, c'est que après le conseil final, sachant qu'il connaissait déjà dans le jury, il savait déjà que je l'emportais. Puis il voulait s'assurer que le jeu de Kim était reconnu. Parce que Kim, c'est quelqu'un qui a quand même un beau parcours, mais qui n'est pas vraiment
aller chercher l'amour du jury pour recevoir un vote à la fin. Je pense qu'il était au courant de tout ça, mais Kim a quand même un beau parcours. Kim est à la tête du plus gros move de la saison. Elle a des lacunes dans son jeu qui lui ont empêché de gagner, mais elle a vraiment pas assez de lacunes pour pas être considérée comme gagnante. Fait que je pense que il a voulu lui donner un vote que je respecte énormément pour célébrer son jeu, pour célébrer sa participation à la saison. Puis je suis super content qu'il a fait ça parce que, sachant à quel point le jeu de Chris et de Kim, Big Picture, était semblable, j'aurais trouvé ça triste que Chris reparte avec des voix et des personnes qui planifiaient voter pour lui, puis que Kim n'ait pas de vote parce qu'elle n'a pas un parcours qui mérite 0 vote. Fait que ça m'a fait mal sur le coup que mon meilleur ami de l'aventure, Sylvain, ne vote pas pour moi, mais avec son raisonnement, j'ai pas le choix de respecter ça. Là, peut-être, mais là, je dis tout le temps, là, j'ai le luxe de dire ça parce que j'ai gagné. mais si j'avais perdu d'un vote, puis que c'est le vote de Sylvain qui m'a fait gagner, ben là, peut-être que j'aurais comme un discours différent parce que si on pense aux 3 aspects du jeu, physique, social, stratégique, sur lequel je sais que Sylvain avait dit qu'il allait baser son vote, je pense qu'aux yeux de Sylvain, j'ai plus excellé dans ces aspects-là. Fait que j'aurais trouvé ça plate de perdre par un vote de sympathie, si tu comprends ce que je veux dire. Mais pas tant un vote de sympathie, là, mais un vote de reconnaissance. Mais c'est ça. Vu qu'il m'a expliqué que c'était vraiment parce qu'il savait que je gagnais et qu'il voulait s'assurer de reconnaître le jeu de Kim, je suis super content qu'il ait fait ça. Bah, en tout cas, tu as gagné. Comment tu vis ce moment? Parce que ça doit être l'euphorie. Tu as dû avoir plein d'émotions qui sont passées dans le corps. Comment tu as vécu cette victoire écrasante? Ben, comme tu as vu après le premier vote, je me suis évanoui. Ah oui, c'est vrai! J'avais oublié! C'était un moment grandiose là, dans ma vie. C'était tellement gros pour moi être à Survivor. Puis j'aime ça dire que mon rêve, c'était d'être à Survivor. C'était pas nécessairement de gagner Survivor. Gagner Survivor, c'est le gros rêve. Mais moi, j'étais juste tellement heureux d'être là. Fait que, à force que j'avançais dans l'aventure, puis que là, je me développais un parcours qui était peut-être méritant de la victoire, puis de me rendre, puis d'être capable de me vendre, puis d'avoir les votes, puis tout ça, ça me donne des petits frissons parce que c'est comme si j'ai jamais demandé ça, puis j'arrive pas à croire que le rêve s'est réalisé à ce point-là, tu sais. Fait que j'étais très, très, très fier et excité dans le moment. Les 2 minutes après ma victoire qui passe à la télé, j'ai l'air complètement... j'ai l'air un peu fou, là. J'étais un petit peu intense. Je crie. Moi, ça me fait rire. Si tu regardes le moment, j'ai perdu une gougoune en gagnant, puis je la remets pas avant qu'on s'assoie. Genre, je me promène partout à un pied. En tout cas. Fait que... ouais, j'étais très, très heureux de gagner Survivor. Puis c'est sûr que c'est une belle cerise sur le Sunday de pouvoir dire que c'était la saison 1. C'est quand même hot d'être la première personne à devenir dernier survivant de Survivor Québec. Fait que ça aussi, c'est un gros sentiment de fierté. Puis je vais me rappeler beaucoup à la finale. J'ai eu peur à cause de mon conseil final puis des votes à la fin qui ont été assez écrasants, comme tu dis. Je suis une personne qui a un petit peu peur de faire mal aux gens, puis blesser, puis tout ça. Puis dans ce moment-là, Chris et Kim, j'ai eu très peur qu'on vive un moment difficile ensemble parce qu'on avait beaucoup connecté genre dans la dernière semaine dans le jeu. Mais même eux, genre dans le petit moment après la révélation des votes, Chris il me tape la jambe, il me félicite, puis Kim m'a dit genre t'es bravo pour le beau parcours, puis on est fiers de toi, puis tout. Fait que je peux pas demander mieux aussi dans ce moment-là, dans la façon que j'ai vécu le moment avec mes co-finalistes, avec les membres du jury, avec l'animateur. C'était tellement juste dans la bienveillance et dans la joie, qui n'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps à Survivor. Ça arrive des personnes qui gagnent, puis que ça crée des froids, puis ça vient froisser des relations, puis tout ça. Puis je suis tellement heureux que le groupe de joueurs avec qui j'ai joué, c'est pas comme ça. On est tellement tous restés proches. Et je m'éloigne de la question, là. Mais je les aime, puis je suis vraiment content d'avoir vécu ce moment-là avec eux. Là, puis pour moi, c'était tout simplement un rêve qui se réalisait. Mais d'ailleurs, tu parlais du présentateur, donc Patrice. Comment tu
as vécu cette saison avec lui parce qu'on sentait qu'il était proche de vous. Il avait l'air super sympa. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Patrice? Quelques mots sur Patrice, ça lui rend presque pas honneur, j'en dirais des paragraphes, là, mais franchement, notre Jeff Probst québécois, là, on a vraiment, vraiment bien tombé sur un animateur qui comprend ce que ça prend, l'animateur de Survivor. Il est passionné, il est intransigeant pendant les épreuves, il est capable de vivre les moments émotifs, il est là pour les candidats, mais qui a aussi une énorme passion pour Survivor à la base. Avant d'animer Survivor, Patrice était un super fan de Survivor. Puis ça paraît dans son animation, puis ça paraît dans la façon qu'il est un ambassadeur excellent pour l'émission. Il est là pour le show, il veut que le show soit là longtemps, puis ça paraît qu'il est honoré d'en faire partie. Il est pas... c'est pas genre moi je suis Patrice, puis Survivor c'est mon show. C'est comme moi c'est Patrice, puis j'ai le plaisir de faire partie de Survivor. Fait que son animation est parfaite, puis même dans le post-jeu, il continue d'être là pour les joueurs. Si on le voit à des événements, il va prendre du temps pour nous. On se parle. C'est important pour lui, même après que le jeu soit terminé, de s'assurer que l'univers Survivor qui vient, même en post-jeu, reste positif pour nous. Puis il prend des nouvelles, puis il est là aux événements. Tu sais, comme tu peux voir, je suis rendu dans mes paragraphes sur Patrice, là, mais vraiment, on est tombé sur un animateur de qualité là, pour mon émission favorite. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. J'adore Jeff. Chez nous, c'est Denis Brognard et je l'aime beaucoup aussi. Mais vraiment, Patrice, ils sont vraiment proches des candidats. Moi, j'ai beaucoup aimé cet animateur, effectivement. Je trouve qu'il est vraiment impliqué. Ouais. C'est très agréable à regarder, en tout cas. Ouais, je suis content que ce qu'on vit sur les îles est bien transmis à l'écran. Je voulais juste faire une parenthèse aussi sur ton côté danseur. Puisqu'effectivement, tu nous as fait des petites chorés sur l'île. Tu nous as fait des petites... presque une troupe. Alors, je me doute que vous attendez un petit peu sur l'île, vous apprenez à vous connaître, et du coup, il y a cette petite passion qui est née chez les candidats. Comment c'était un peu de créer une espèce de Glee Club sur l'île? Certainement, je savais que j'allais montrer mon côté danseur à Survivor, malgré le fait que, je sais pas, ça va peut-être te surprendre, mais j'ai fait de la danse d'à peu près 8 à 16 ans. Quand j'ai joué à Survivor, j'avais 24 ans. Ça faisait 8 ans que j'avais pas pris des cours de danse. Mais, point de vue juste socio-stratégique, j'aimais l'idée d'être vu comme le petit danseur. Fait que c'est pour ça aussi que j'ai apporté la danse à mon jeu, parce que je trouve pas ça épeurant, je trouve ça rassembleur. Je trouve ça... Fait que vraiment, comme ça a l'air banal pour les jeux qui suranalysent pas Survivor comme moi, mais je pense vraiment que d'apporter le petit côté danse, ça l'a aidé à rendre mes relations sociales plus positives, puis à peut-être me rendre un petit peu plus inoffensif, parce que lui, c'est juste le gars qui fait du cha-cha-cha, tu sais. Mais en plus de ça, c'est certain, les 2 fois que j'ai donné des petits cours de danse, puis qu'on l'a vu à l'écran, c'est des beaux souvenirs. La première fois, c'était à Caloban, je les ai mis en duo, puis j'ai fait un petit cours. Puis aller la rédemption, quand Maryse est venue, quand Sylvain puis moi, on ruminait sur la prochaine personne qui pouvait arriver. Des fois, on pensait, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire quand ils vont être là pour rendre leur séjour à la rédemption agréable. Puis c'est sûr que quand c'était Maryse, les deux, on se sentait plus inspirés parce que les deux, on a été très proches de Maryse dans le jeu. Puis je me suis dit, ce duo-là de Sylvain et Maryse, qui était genre le top 2 dans le jeu, là, ça serait le fun de leur faire vivre. Comme si c'était un petit couple Survivor, puis encore une fois, rien de romantique, tout amical, mais leur faire vivre la danse ensemble. Je trouvais ça cute. Non, c'était vraiment sympa. Ça a mis un peu de légèreté, je trouve, dans les épisodes. C'était vraiment très agréable, c'était très rigolo. Moi, ça m'a beaucoup séduit, en tout cas. Je suis content que ça se fait. Je l'ai refait à la fin. Tu sais, je viens de penser à quand on est allé visiter l'école, là, le top 6. Oui. J'ai donné le cours de danse aux filles. Ça, c'est différent. C'est pas avec les candidates, mais c'était cute. Ces petites filles-là, quand j'ai dit, on est arrivé à l'école, on a commencé des petites activités, puis j'étais comme, I'm gonna do a dance routine if you wanna come. Puis ils sont tellement cute, ils sont toutes timides, puis il y en a comme une dizaine qui viennent avant moi, puis ils sont comme... Fait que ça aussi, c'est un beau souvenir. Moi, j'ai 6 demi-frères, demi-sœurs, fait que j'ai toujours adoré être avec des enfants, faire des activités avec des enfants. Fait que ça, c'était un beau moment pour moi de pouvoir passer du temps avec des petits enfants que j'avais pas vus depuis plus d'1 mois, puis de leur montrer ma passion. C'était le fun. Non, c'était un très beau moment, effectivement.
Quand tu rentres, comment tu vis le retour, retrouvailles avec tes proches, la reprise de la vie normale, entre guillemets, avant la diffusion? Comment tu as vécu ce retour à la vraie vie? Je te dirais qu'il y a comme deux aspects. L'aspect principal, c'est sûr, c'est le fun de revoir nos proches. Je suis pas. Comment dire? Tu sais, dans la vie, il y a comme des personnes indépendantes et des personnes dépendantes. Je dis pas que je suis dépendant, mais être proche de mon chum, être proche de ma famille, c'est quelque chose qui m'apporte un énorme bien. Ça me réconforte, j'aime ça. Je suis quelqu'un qui aime être avec mes personnes de confiance approchées. Fait que ça m'a vraiment fait du bien de les revoir, surtout à Survivor. Tu étais entouré de personnes qui, en tout temps, ils peuvent être en train de te mentir, puis c'était comme correct. Fait que c'est le fun de retrouver des gens que tu peux faire confiance, puis que tu sais qu'ils sont là pour toi. Fait que ça, c'est l'aspect positif, puis de reprendre la vie normale aussi, on s'entend la nourriture, le confort, tout ça. Puis après ça, tu sais, quand tu as dit retourner à la vie normale, ou c'est moi qui viens de dire ça, en tout cas. Ah oui. dans le post Survivor, tu sais, c'est quand même important de souligner, je trouve, puis même pour les personnes qui vont peut-être faire Survivor dans le futur, que oui, tu reviens à une vie normale, mais pas tant. Tu sais, c'est comme une vie un petit peu différente. Je pense que toutes les personnes qui ont fait Survivor, c'est tellement une expérience folle qui te sort de ta zone de confort, qui te fait remettre en question plein de choses, que quand tu reviens, t'es changé comme personne. Là. Puis j'exagère pas, là, je te le dis, là, ça sort tout le temps des personnes avec qui j'ai fait Survivor avec. Des fois pour le bien, des fois pour le mal. Tu sais, c'est important de le souligner. Juste en revenant, la recherche d'adrénaline, c'est sur des joueurs. Ça peut être quelque chose qui est difficile. Tu sais, à Survivor, c'est intense. On a le temps de faire des épreuves, on manigance, on va au conseil, il y a des éliminations, on jury. T'es tout le temps dans l'adrénaline. Fait que quand tu reviens, la vie peut te sembler, parce que j'ai pas un meilleur mot, banal. Tu sais, puis je dis pas que la vie est banale, la vie est belle. Mais quand tu sors de Survivor et que tu reviens, il faut vraiment que tu te ressentes sur OK, ce que j'ai vécu, c'était pas normal. Là. La vie, c'est pas supposé être intense comme ça. Fait qu'il y a cette transition-là. Puis il y a la transition, comme j'ai dit tantôt, quand tu es entouré de personnes qui peuvent te mentir en tout temps, puis il faut tout le temps tu sois en train de décoder tout ce qu'on te dit. Au retour, les relations sociales, ça peut être difficile. Quand tu parles à quelqu'un, avoir l'impression qu'il faut que tu analyses ce qu'on est en train de dire pour trouver la signification cachée. Quand des fois, si mon chum me demande je vais aller à quel restaurant, c'est pas si compliqué que ça. Tu comprends? Ça peut être difficile en revenant les relations humaines parce que tu as été habitué pendant plus d'un mois à jouer avec tes relations humaines. T'sais. Ça devient plus comme si tu es dans un gros jeu de société puis les humains, c'est des pions. T'sais. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas des pions. Les humains, c'est complexe aussi, mais de façon différente. Fait que de se redécouvrir comme personne, c'est quelque chose qui peut être difficile et surprenant après Survivor parce que je pense les joueurs qui jouent à la Survivor que je vois en entrevue après, je trouve pas qu'ils parlent assez de ça. C'est les côtés inattendus du retour. À quel point il faut quand même que tu t'adaptes à une vie qui est différente après que tu as vécu quelque chose de gros comme ça. T'as répondu à la question? C'est-tu clair? Oui, forcément. Non, mais après, ça doit être très étrange de rentrer après une expérience comme ça qui peut potentiellement. Ouais, il y a un avant et un après Survivor, de toute façon. Hein, donc, puis après ça, tu rajoutes à ça une fois que ça commence à passer à télé, excusez, je vais dire ça, mais une fois que ça commence à passer à télé, la majorité des gens, quand on va à Survivor, c'est pas pour être une personne de télé. C'est pour jouer à Survivor. Le fait que ça passe à la télé, c'est un ajout, c'est le fun, mais c'est pas tout le monde qui pense au fait qu'on va être mis dans l'œil du public. Puis qu'il y a un public qui est super fin, qui va t'envoyer des messages affectueux, qui va te rencontrer dans la rue, puis qui va te dire Ah, j'ai fou aimé ton parcours, petite photo, ça c'est le fun, c'est positif. Il y a du public qui est moins fin. Il y a du public qui oublie qu'il y a des humains derrière les personnages qui ont vu à la télé, puis j'ai quand même été chanceux dans mon parcours d'être toujours présenté relativement positivement. Puis je dis pas qu'il y avait énormément de négatifs à présenter, là. Mais malheureusement, dans une émission comme ça, il y a des joueurs que, même s'ils ont été super fins 95% du temps, s'il y a un petit 5% que pendant qu'ils étaient fatigués, affamés, stressés, qui ont fait ou dit quelque chose qui était peut-être pas idéal au niveau humain, mais là, on montre ça à la télé, puis le public pense que cette personne-là est comme ça 100% du temps. Mais c'est tellement pas le cas. Mais c'est triste parce que ces humains-là que j'adore, après ça, dans le bas du jeu, des fois, ils vont être confrontés à des publics qui sont pas super fins.
après des moments comme ça. Fait que ça aussi, c'est un aspect post-Survivor qu'il faut s'équiper pour. Ce que je dirais pour clore ce sujet-là, c'est que j'ai été énormément impressionné personnellement, puis je sais que c'est un sentiment qui est partagé par d'autres personnes à ma cast, que le soutien psychologique qui est offert à Survivor, pendant l'aventure, mais aussi après l'aventure, particulièrement au travers d'une psychologue payée par la production qui était là pour nous, ça a tellement été aidant, puis c'est pas quelque chose que je pensais que la production allait faire. Puis je trouve que c'est important de parler de les côtés plus difficiles de participer à une télé-réalité, mais aussi de célébrer quand une production comme Production Z qui produit Survivor Québec fait les efforts nécessaires pour que les côtés difficiles de Survivor, ben, si on est capable d'équiper les joueurs pour passer au travers, ben, faisons-le. Fait que je suis très reconnaissant que Survivor Québec fait ça. Voilà, j'ai fait une grosse parenthèse, mais c'est important de parler de santé mentale des fois. Non, mais je comprends ce que tu me dis, mais nous, c'est pareil en France. Hein, dès qu'il y a un candidat qui est montré négativement par rapport à quelque chose, oui, sur les réseaux sociaux, ça peut partir rapidement en cacahuète. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que tu as bien vécu quand même la diffusion, quand ça a été diffusé à la télévision. Ouais, oui, pour la majorité. Ça serait de mentir de te dire que ça a toujours été parfait. J'ai beaucoup là, c'est diagnostiqué selon la psychologue Survivor. C'est pas juste moi qui me donne ça, mais je fais de l'anxiété de performance selon la psychologue Survivor. Donc, me voir à l'écran ayant un parcours un peu plus underdog, un peu plus atypique, pas toujours nécessairement en contrôle et au pouvoir, ça peut être un beau parcours Survivor, mais ça te donne comme un CV intéressant. Mais quand tu es la personne qui regarde l'émission, puis tu sais qu'à la fin, que c'est toi qui gagne, des fois, ça te met dans une position où tu te demandes, genre, hey, est-ce que les gens vont comprendre, genre, pourquoi avoir démontré de l'adaptabilité, puis d'avoir été l'underdog, puis tout ça, pourquoi ça aussi, ça donne un beau CV, ou est-ce que le public, surtout d'une première saison, va juste penser que, OK, mais être à Survivor, c'est juste être dans l'alliance majoritaire, puis tout le temps voter pour la bonne personne qui part, puis se rendre à la fin, parce que c'est pas ça, Survivor, mais j'avais peur que le public comprenne pas comment un parcours atypique peut aussi être méritant, puis de recevoir genre de la haine suite à ma victoire. Fait que ça, plus on s'approchait de la fin, encore une fois, ça serait un mensonge de dire que c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup angoissé, puis j'ai eu des appels à la psychologue par rapport à ça. J'ai le bonheur de dire que c'est pas ça qui s'est réalisé finalement. La réception du public a été très positive, puis je pense qu'ils ont compris justement là, comment un parcours atypique peut être méritant, mais c'est quelque chose qui m'angoissait pendant la diffusion. Non, mais je peux comprendre. C'est pas facile aussi de se regarder, d'avoir une analyse objective de soi. Enfin, c'est pas simple, hein, très clairement, je comprends. Est-ce que tu as encore des... Bon, je sais que tu as Sylvain et sûrement Maryse, mais est-ce que tu as encore des contacts avec tes petits camarades? Tellement, oui. On se voit beaucoup. C'est presque répétitif, mais ça nous aide d'être ensemble parce qu'on est pas mal les seules personnes qui comprennent vraiment l'aventure qu'on a vécue tous ensemble. Fait que ça l'aide de se voir. Fait qu'on fait souvent des activités. Fait que ce soir, je reçois Sylvain en souper. Je le reçois parce qu'il est à Montréal, parce qu'on va faire un marathon demain. Fait que à ce même marathon-là, il va y avoir Sandrine de notre saison. Fait que Maryse et moi, on va les rejoindre pour les encourager. Il y a même une personne de la deuxième saison qui va se joindre à nous. Fait que ça, c'est un exemple. Sinon, il y a quelques semaines, j'ai organisé une activité que j'ai appelée Survivor Chalet. Fait que, en gros, pour notre gang de passionnés Survivor que nous sommes et qu'on veut rejouer au jeu, je leur ai organisé une journée au complet de Survivor. On a commencé à 9h du matin, on a fini à 7h du soir. J'ai préparé des épreuves, des conseils. Ouais, je suis fou. Je suis complètement craqué. Mais c'est des opportunités de même qu'on se crée pour être ensemble. On se voit beaucoup. Là. C'est important de garder ces liens-là. Puis on l'a compris rapidement. Fait qu'on fait partie de nos vies maintenant. Non, mais oui, c'est vraiment beau hein, quand les candidats se voient encore énormément après, qu'il y a une vraie union qui s'est créée dans l'émission et tout. Non, c'est vraiment top. Et si, c'est ma dernière question, après je te laisse tranquille. C'est bon, t'inquiète pas. Tu donnes des réponses ultra longues, je suis désolé. Si une production te rappelait pour un All-Star ou All-Star Québec ou un All-Star US This is the World ou Australian This is the World, est-ce que tu accepterais de repartir? Encore une fois, je reviens à ma compétitivité et à ma passion pour Survivor. Ça serait
très difficile pour moi de dire non à une autre opportunité de jouer à Survivor. Je dirais, plus le temps va avancer, plus le oui va être facile. Je me l'aurais demandé un mois après la finale, ça aurait probablement été un non à cause de l'intensité de l'émission. Puis pas un non permanent, là, un non genre, mettons, la prod m'a rappelé un mois à la finale, tu veux repartir dans un mois. Ça, je suis pas certain si ça aurait été quoi ma réponse, malgré mon amour pour le jeu et ma compétitivité. Mais plus le temps avance, puis plus je suis capable d'avoir un regard plus complet et positif sur mon aventure, plus l'idée de revivre quelque chose de même si je me rends pas à la fin puis j'ai pas l'opportunité de regagner, juste de refaire partie de ce processus de fou, c'est sûr, ça me plairait. Là. J'aime beaucoup trop Survivor pour dire non éternellement. On croise les doigts parce qu'il y a Australienne qui se lance dans Australian This is the World. Oui, j'ai vu que ça s'en venait, puis il y a des candidates qui ont été annoncés déjà. Je trouve ça super cool. Moi, j'écoute comme j'ai dit tantôt, j'écoute aussi RuPaul's Drag Race. Je sais pas si t'es familier, mais c'est une affaire de Drag Race. J'ai vu toutes les saisons. Ah, ok, ben tu vas comprendre très bien le lien que je fais de bord. Aux US, ils ont leur saison normale, puis ils ont les All-Stars à Drag Race et à Survivor. Dans le monde, ce qui a commencé à se porter dans l'univers de Drag Race, justement, c'est les Versus the World. Fait que là, moi, j'ai les doigts croisés dans toutes les directions que Australie vs. The World va tellement fonctionner que ça va A, ouvrir la porte à ce qu'ils fassent un Australia vs. The World saison 2, 3, 4, 5, 6, 7, et B, que ça va donner le goût à d'autres franchises internationales de faire des saisons du genre un petit peu comme à Drag Race. Fait que ça, c'est mon souhait, tant parce que ça donnerait l'opportunité à des joueurs internationaux d'avoir des secondes chances à la fréquence que les joueurs aux États-Unis l'ont, là, parce que je pense que les saisons All-Stars dans les plus petites franchises, ça va moins se passer jusqu'à temps qu'on ait beaucoup plus de saisons. Mais je rajouterais aussi que c'est le fun de pouvoir mettre un petit peu des franchises un petit peu moins connues sur la map. Sur Québec, on est rendu dans la 2e saison, fait que c'est normal qu'on n'est pas encore super connu, mais c'est quand même une belle alternative à Survivor en français que beaucoup de personnes probablement adoreraient s'ils découvriraient parce que c'est pas quelque chose qu'on a dans le monde à part Koh-Lanta, à ma connaissance, à moins qu'il y ait d'autres franchises en français quelque part. Là. Mais c'est ça aussi la beauté là, des saisons versus The World, c'est que ça nous permet de découvrir d'autres franchises. Mais oui, tout à fait. Ça va continuer. Mais tout à fait, parce que nous, en France, on a beaucoup de Belges, de la Belgique, on a des Suisses. Eux, ils n'ont pas leur franchise de Survivor. Et quand tu parlais de RuPaul Drag Race, oui, il y a eu quand même 2 saisons de Canada vs. The World, il y a eu 2 saisons de UK. Puis même nous, moi, il y a des candidates que j'ai connues dans Canada vs. The World, UK vs. The World. Ça m'a donné envie de voir leur franchise après, derrière. Donc oui, ce serait bien qu'ils le fassent version Survivor. Ouais, en tout cas, je le souhaite. Je suis content que ça se passe, les Versus the World. J'espère de tout cœur que ça va continuer et que ça va pas juste être une fois. Si c'est juste une fois, je trouve ça quand même très cool et je vais l'écouter. Je pense d'ailleurs que ça va être mon introduction à la franchise australienne parce que malgré le fait qu'elle est reconnue comme étant une des meilleures dans le monde, c'est pas la meilleure. C'est pas une que j'ai pas encore commentée. Moi, à date, j'écoute juste la version américaine. Mais toutes mes super fans de Survivor que j'ai connectés dans les joueurs, dans la prod, qui ont écouté Australie, me disent non, Nico, genre, faut que tu écoutes Survivor Australie, là, c'est vraiment la qualité. Fait que je pense que je vais commencer avec Australie vs. The World, puis après ça, je vais commencer à suivre les saisons australiennes. Surtout que je crois qu'il y a Parvati qui a été annoncé. Ouais, ceux qui ont été annoncés, si je te dis les noms australiens, ça va t'aider? Alors, australienne, j'ai vu qu'une saison. OK. Australie, il y a King George. Il y a Shawnee, je pense. Shawnee. Puis Kirby. Puis de US, si tu connais juste Parvati, tu vas vraiment exciter pour les 2 autres. Là. Il y a Parvati, il y a Tony. Ah oui, oui, Tony, bien sûr. Puis Siri. Siri, je l'adore. Et je crois qu'elle a gagné les traîtres version US aussi. Ouais, elle a gagné les traîtres la première saison. Fait que c'est 3 noms énormes là, qui sortent des États-Unis. Puis j'ai vraiment hâte de les voir annoncer les noms pour le reste du monde. Ouais. Je sais pas, nous, il n'y a pas de rumeur pour la France, donc je sais pas si on y sera, mais ça a l'air fou, oui. Genre quelqu'un genre de Koh-Lanta? Pourquoi pas? Je suis d'accord, pourquoi pas, genre de mon point de vue, mais je me demande, genre la production, s'il se permettrait d'aller chercher quelqu'un de Koh-Lanta sur Survivor. Est-ce que les formats sont trop en compétition pour faire quelque chose comme ça? Je le souhaite à la France de voir des candidats sur Versus the World, là, mais ça serait ça que je me demanderais, ça ressemble à quoi pour le...
Il y a comme Franchement, trop de je sais pas. compétition. Là. Bah, après, on a des stratèges. Il faudrait qu'ils prennent un gros candidat stratège de chez nous. Mais rien n'empêche dans une saison, même si à Survivor, c'est plus orienté stratégie, ça peut être super intéressant des fois d'avoir un joueur qui est vraiment plus orienté social, un peu plus physique, parce que ça vient affecter le jeu. Moi, dans ma saison, par exemple, Chris connaissait beaucoup plus Koh-Lanta, fait qu'il est arrivé dans le jeu avec un jeu social très fort. C'est sur ça que son jeu était concentré. Puis ça a influencé la game. Karine est arrivée avec peu de connaissances stratégiques, mais elle, c'est une fille bien physique. Fait qu'elle est venue apporter cette coche-là de physique sur le jeu. Fait que je suis pas complètement d'accord avec toi qu'il faudrait nécessairement qu'ils prennent quelqu'un de Koh-Lanta qui est super stratégique. Excusez si je me retiens avec toi, là, mais ça serait le fun justement de voir quelqu'un qui est vraiment à l'image de Koh-Lanta, puis qui est vraiment un joueur qui va performer dans les épreuves, qui va prioriser les relations sociales, mais qui va jouer un jeu plus loyal que stratégique, mettons. Bon, on en a aussi, hein. C'est ça. Ils peuvent Claude, trouver, je suis pas très inquiet. Moi, j'en ai dans Claude. C'est Claude? Avec Claude, c'est le plus connu, hein. Voilà. Mais il est stratège, hein, Claude. Hein. Il est un peu stratège quand même. Hein. OK, parfait. Peut-être qu'un jour, je vais être sur Survivor Nouvelle-Zélande versus The World, puis ça va être moi puis Claude. Est-ce que je devrais me mettre en alliance avec lui, oui ou non? Il est très bon joueur, hein. Il est très fin. Il va-tu me trahir? Ah, peut-être. Ah, OK, donc c'est non. Il a déjà trahi des gens, Claude. Hein. OK, c'est bon. Non, mais je blague évidemment, là, mais c'est ça serait le fun que Koh-Lanta se trouve une place sur une saison Koh-Lanta éventuellement. Là. Je souhaite à ta franchise que tu suis, que tu adores. Ok, merci Nicolas, c'était vraiment super, j'ai adoré échanger avec toi. En plus, tu étais mon préféré de la saison, j'étais hystérique quand tu as gagné, donc je suis ravi d'avoir échangé avec toi. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci, t'es super fin. Puis comme j'ai dit au début, c'était vraiment le fun de reparler de Survivor. Maintenant que j'ai un petit peu plus de recul, vu que c'est pas genre ultra récent, j'ai adoré, merci. C'était quand même thérapeutique d'une certaine façon. J'ai beaucoup aimé la discussion, merci. Et puis merci encore, c'est adorable. Ok, merci beaucoup à toi. À plus, prends soin de toi. Merci à toi.